Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha. Aujourd'hui, on parle d'études post-bac et plus précisément de thèse en sciences et on va voir véritablement l'envers du décor et on va voir si être en thèse, ça rime avec être à l'aise. On voit ça tout de suite. Alors pour cet épisode, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Adrien, qui est actuellement thésard en sciences et qui va nous définir son sujet et qui va nous parler un peu plus en détail de son parcours académique et surtout de la vie qu'il mène en tant que thésard et son sujet de thèse plus précisément est la vie, le parcours qu'il a suivi. Bonjour Adrien, Bonjour. comment ça va? Eh bien, très bien. Merci pour l'invitation. Alors est-ce que déjà tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent, à vous qui nous écoutez, sur les différentes plateformes de streaming ou bien sur YouTube? Du coup, moi, c'est Adrien. Je suis un thésard en sciences, comme l'a dit Rocha. Et plus précisément, je suis en thèse de physique entre deux laboratoires. Un laboratoire de géosciences à Grenoble qui s'appelle ISTER et un laboratoire de bioéconomie à Paris qui s'appelle le CIRED. Du coup, je suis encadré par deux personnes. Et à Grenoble, en fait, je travaille avec une personne qui s'intéresse au lien entre le PIB, les flux de matière et les flux d'énergie. Je travaille dans un domaine qui s'appelle, le métabolisme social ou l'écologie industrielle, c'est assez proche et l'idée, c'est de comprendre, qu'est-ce qui physiquement permet à des secteurs économiques, de produire des biens et des services. Quoi les flux de matière et d'énergie, les processus, naturels, économiques et industriels qui permettent à un secteur de fonctionner et moi, je m'intéresse, à ces questions, en particulier dans le cas de l'agriculture, où je développe un modèle qui permet de regarder comment fonctionne physiquement l'agriculture depuis 1850. Intéressant, intéressant, très précis, très pointu, mais je pense, que c'est forcément intéressant. Alors, si tu veux bien, on va commencer par, dire un petit peu des chiffres, des statistiques pour remettre dans le contexte de ce que c'est que la thèse et savoir est-ce que c'est marqué dans le paysage académique actuel français? Alors, le nombre de doctorants entre 2023 et 2024, donc pour la saison 2023-2024, il s'élève à presque 70 000. Donc c'est une baisse de 1,7 par rapport à l'année précédente. Donc quand même 70 000, c'est quand même assez conséquent. C'est pas non plus négligeable par rapport à d'autres cursus, mais c'est quand même relativement important. Mmh. Après, c'est parce que si le nombre de sujets de thèse et de domaines auxquels ça peut s'intéresser est extrêmement large, Mmh, mais tu peux ouais. assez vite tomber dans des sujets de niche, où là, tu es quasiment unique dans ton milieu académique. Je crois que par exemple, il y a juste, une dizaine de personnes qui font des thèses sur le cinéma par an. Ah oui, Ouais. ah oui et sur ces, 70 000 personnes, en 2023, il y a eu 15 200 docteurs qui ont obtenu leur diplôme et ça marque une hausse de 9,6. Donc on a d'un côté, on reçoit beaucoup de personnes, il y a beaucoup de docteurs, mais il y en a pas tellement qui sont diplômés. Mais on va dire, il y a moins de docteurs, mais il y a plus une comment dire? Il y a une plus grande proportion qui est diplômée. Ouais. Après la différence entre le flux entrant de doctorants et le flux sortant de doctorants, quoi. Ouais, tout à fait, exact et alors à savoir, c'est une statistique que j'ai trouvé beaucoup de fois et qui est plutôt intéressante, mais on parle aussi de primo-inscrits. Alors, je pense comme en licence, comme en master, mais je savais pas du tout qu'en thèse, on pouvait se réinscrire à plusieurs fois, pour une thèse parce que le nombre de primo-inscrits, il est à 16 400, qui ont débuté, leur thèse en 2023. Donc c'est une augmentation à peu près de 5 par rapport à 2022. Alors je savais pas du tout qu'on pouvait, être primo-inscrit aussi en thèse. Bah, en fait, il faut se réinscrire tous les ans, OK. en thèse parce que c'est une formation qui dure, plusieurs années et quand on a fini l'année académique et que notre thèse doit continuer parce qu'on n'a pas fini, bah, juste parce qu'on sera à l'université et là, je pense que du coup, on n'est plus, primo-inscrits. OK. Les primo-inscrits, en fait, c'est juste le nombre de gens qui commencent leur thèse, je pense. Ah d'accord, très bien, OK. On va parler un peu plus, des sciences, donc des thèses en sciences. Alors les sciences exactes, alors, qu'on appelle sciences exactes, maths, physique, SVT, on va dire le trio classique, une part importante avec une augmentation de 20 des diplômés dans ce domaine en 2023. Donc c'est quand même une part non négligeable, les sciences. C'est vrai que quand on pense à
la thèse, on pose tous aux scientifiques, avec leur blouse blanche, c'est peut-être, un stéréotype, mais il est vrai, quoi. Ouais, bah, après une augmentation de 20 des thèses en sciences, ça dit pas, combien il y en a, en lettres et combien il y en a en sciences. Ouais, ouais, tout à fait. C'est que la dynamique est plutôt en faveur des sciences, Mmh, ça je saurais pas dire pourquoi, mmh, je sais pas non plus. Alors, on va parler aussi des financements parce que c'est peut-être un sujet qui est pas assez abordé, je pense, en thèse ou dont on n'entend pas forcément parler et qui nous dit qu'il y a à peu près 80 des doctorants qui s'inscrivent en première année de thèse qui bénéficient d'un financement dédié pour leurs travaux en recherche. C'est-à-dire qu'il y en a 20 qui en ont pas. Alors, on va peut-être parler plus tard des financements, de comment ça se finance, de toutes les possibilités de financement, mais je savais pas qu'il y avait une part aussi importante qui n'avait pas bénéficié de financement. Je pense que c'est soit des gens qui attendent la validation de leur financement et qui commencent malgré tout leur premier mois de thèse, un peu comme un étudiant classique, pas payé et qui vont finir par recevoir leur financement dans les semaines ou mois qui viennent. J'ai une amie qui a fait ça. Soit je pense que ça concerne pas mal aussi des cas de thèse en lettres où, là, financièrement, souvent, c'est des thèses qui sont beaucoup plus précaires. C'est plus difficile de trouver des financements parce que, tout simplement, souvent, il n'y a pas d'application, industrielle ou technique derrière et souvent les thèses en lettres, elles sont à la fois plus longues et plus précaires économiquement. OK, et en plus, alors j'ai la décomposition de ces 80. Il y a 32, ils proviennent de contrats doctoraux, 8 de financement CIFRE et 40, 39 d'autres sources. Donc ce qui est en hausse par rapport aux années précédentes. Mais on va dire que c'est les 3 principales sources de financement. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres, tu vas peut-être nous les détailler un peu plus tard. Mais c'est vrai que voilà, c'était quand même assez intéressant de parler, au moins de ces chiffres, pour donner, on va dire un point de vue global sur ce que c'est que la thèse et combien de personnes sont concernées et surtout comment on finance ça. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter sur ces chiffres ou peut-être à discuter ou peut-être à remettre, dans le contexte? Non, non, c'est assez clair, peut-être, expliquer aussi un peu concrètement ce que c'est une thèse aussi? Bah, justement, on va passer à la première partie. Donc déjà, tu pourrais, nous dire si tu as toujours voulu faire une thèse ou est-ce qu'il y a un moment particulier où cette idée t'est venue en tête? Est-ce que peut-être un événement, que ce soit avec en parlant avec quelqu'un, un TP, une conférence? Est-ce qu'il y a un événement particulier ou tu as toujours voulu faire ça? Non, je pense que j'ai pas toujours voulu faire ça, je me souviens quand j'étais en primaire, je crois que je voulais faire astronaute. Tu vas aller dans l'espace? Bah, je crois pas que, enfant tout petit, on rêve d'être thésard parce que, bah, c'est un peu spécifique, on sait pas vraiment que ça existe, au mieux, on peut se dire que vaguement, on veut devenir scientifique ou chercheur. Mais, non, après j'ai une phase où j'aime bien la construction, je voulais être, architecte et puis après mes études au lycée, puis post-bac, ça a consisté à me fermer le moins de portes possible et à suivre les études les plus générales possibles parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire, si ce n'est, plutôt quelque chose dans les sciences, même si j'aime bien les lettres aussi. Et du coup, j'ai fait un bac, S, c'était, une bonne époque et après j'ai fait, une, classe préparatoire, c'est là où je t'ai rencontré, Rocha, Ah oui. à Nice. J'ai fait, physique-chimie, PCSI, puis PC. À l'issue des concours, la première fois, j'avais eu, Centrale Lille et Supoptique, ce qui était, pas trop mal, je pense, Bah, non, mais plutôt honorable, hein. ce qui est plutôt honorable. Mais j'ai quand même voulu remplir parce que, bah, je pensais que je pouvais viser mieux et puis j'ai eu raison, je pense, parce qu'après la troisième année de classe préparatoire, j'ai réussi à intégrer, l'UNS à Paris, à Ulm, dans le département de physique. Le flair, le flair, le coup de poker qui a payé. Ouais, c'est un pari un peu risqué quand même, hein, parce qu'on n'est pas garanti d'avoir, quelque chose, hein. Mais bon, en 5-2 ici, on est, peut-être Ah, pas sûr de mieux, mais au moins d'aussi bien. on connaît des exemples où ça s'est mal passé quand même, hein. Eh oui, 800 000 Ouais, ça peut être difficile. ça Hop, me c'est c'est un pari à tenter et du coup, j'ai passé, 5 années à l'école normale, les études là-bas, ça dure, 4 ans, normalement. Heu, j'ai fait une année de césure aussi. J'en ai profité pour faire, plein de choses, notamment un service civique, chez les pompiers de Paris
Et du coup, là-bas, j'ai suivi, plein de cours, bah, notamment en physique parce que c'était mon département principal. Mais, l'idée dans cette école, c'est qu'on est encouragé à aller prendre des cours partout, suivre des cours de géopolitique du climat, d'histoire de l'art, des cours environnementaux, des cours, d'histoire, de langue, enfin bref, plein Mmh. de choses. On vous force à vous ouvrir l'esprit et à découvrir d'autres domaines. Un peu, ouais. C'est une école très académique où il y a, un département par champ académique, il y a le département de physique, chimie, info, puis de l'autre côté, il y a histoire, sciences sociales, géographie, département des arts, enfin, tous les cours sont ouverts à tout le monde, c'est très chouette, très enrichissant. Et bah, en fait, c'est une école, qui son motto, sa devise, c'est un petit peu, «Former à la recherche par la recherche». Et du coup, en sortant de ça, la voie naturelle, c'est un petit peu de se diriger vers la recherche. Et pour entrer dans la recherche, il y a un peu, une seule porte, d'entrée si on veut vraiment devenir, chercheur scientifique et cetera, c'est de faire une thèse. Du coup, là, ouais, il y a la licence 3 ans, il y a le master, 2 ans. Et après ça, bah, il y a la thèse qui dure, au mieux, enfin au plus bas 3 ans, et en fonction du domaine et de si ça se passe bien ou pas, ça peut durer, 4, 5, 6 ans. Je connais des peines de prison qui sont moins longues que ça. Oh, oh. Bah, ça dépend, hein, la prison, elle peut être assez dorée, ouais, en vrai, on en parlera plus en détail plus tard, mais si vous avez un bras de bien sympa à la maison, oui, bah, là, je suis sur ma terrasse à bronzer au soleil, en vrai, c'est pas trop long, hein. Non, et voilà, et en plus à l'école normale, il y a des financements qui sont dédiés pour financer des bourses de thèse, qui sont relativement, faciles, on va dire, à avoir, pour faire un petit dossier où on explique, avec qui on va travailler, qu'est-ce qui nous intéresse. Et puis, les laboratoires sont très contents de nous accueillir parce qu'en général, nos thèses sont payées pas avec leur budget, mais par l'école normale. En général, ils nous accueillent les bras ouverts, hein, et ça donne en fait, accès à énormément de laboratoires, en France. On peut vraiment choisir avec, beaucoup de liberté, son sujet avec qui on veut travailler. Et du coup, moi, j'ai choisi de travailler sur, tous ces enjeux, de flux physiques dans les sociétés. OK, OK, OK. Et c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à faire une thèse? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, un est-ce que c'est cet esprit de recherche? Est-ce que, c'est le fait de se poser des questions ou peut-être de découvrir, potentiellement quelque chose? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à entrer dans cette voie-là? Bah, juste parce qu'en fait, c'est intéressant, on étudie pendant des années, de la très belle physique, et puis petit à petit, on nous emmène, juste des choses plus basiques, vers les choses, les plus proches du front de la recherche, des choses qui ont été découvertes récemment, mais on sait pas beaucoup plus loin. Et puis il suffit qu'on soit, juste, un peu curieux, et en fait, très vite, on est entraîné à juste, à se demander: «Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a après, pourquoi est-ce que cette question, il y a pas de réponse? Moi, j'aimerais bien, creuser ce problème, j'aimerais bien développer cet outil» et cetera et cetera. Et ouais, en fait, très vite, un peu par, défi et désir intellectuel, c'est vraiment une voie qui nous tend les bras assez naturellement. Pour l'amour du savoir. Ou l'amour du savoir. Ouais, parce que tu sais, c'est des belles carrières, c'est hyper intéressant, on rencontre plein de gens chouettes, c'est quand même assez confortable, en fonction de ton sujet et de avec qui on travaille, on peut avoir un rythme qui est assez cool. Ouais, franchement, je trouve que j'en suis à 1 an et demi, à peu près à la moitié de ma thèse, et pour l'instant, j'ai aucun regret, c'est vraiment hyper bien. OK. Après, il y a autant de thèses que d'individus, Ouais, c'est ça. et la manière dont on le vit, ça dépend vraiment bah, de avec qui on travaille et de son sujet. Par exemple, en sciences, il y a une distinction qui est majeure, c'est, est-ce qu'on a plutôt un sujet, de théoricien ou d'expérimentateur? OK. Théoricien, c'est en gros, on va essayer de faire avancer la théorie, développer les calculs, les modèles, et puis expérimentateur, c'est assez transparent, c'est les gens qui vont, plutôt, avancer sur une manipulation pendant 3 ans, par exemple, ils vont avoir un banc optique avec, plein de miroirs, des lasers, et essayer de tester un phénomène, qu'un théoricien a mis en avant. Quand on est théoricien, on est très libre parce que juste on travaille avec, son ordinateur, un tableau, et en fait, on voyage pas mal pour rencontrer, d'autres personnes, tester des concepts, ouais, c'est un travail où en gros, on est pas mal, assis derrière un ordinateur avec les avantages et les inconvénients que ça a. Quand on est expérimentateur, par contre, on est, beaucoup moins libre, on a un peu les mains dans le cambouis. Il y a quelque chose d'un peu plus concret, qui peut être très satisfaisant, mais qui souvent aussi peut être très frustrant parce que la manip peut ne pas marcher pendant, des mois ou des années, on n'est jamais, bien sûr de là où on va, et puis, en général, ouais, les manips, en fait, demandent un investissement, présentiel, beaucoup plus important. Mmh. Ouais.
Et toi, tu te situes du coup, avec ta thèse de quel côté? Est-ce que c'est plus un entre-deux ou c'est Non, non, moi je suis complètement, théoricien. OK, Je manipule des données, je construis des modèles, ce genre de OK, choses. OK. Alors on parle énormément de thèse, sans savoir ce que c'est, véritablement, mais du coup, on va laisser un thésard nous définir, avec ses propres mots dans cette seconde partie, ce que c'est que la thèse. Alors dis-nous tout. À la thèse, c'est en gros, on a fait un master, plutôt orienté, recherche, en gros sur des sujets assez fondamentaux. Du coup, ça peut être des sujets en sciences, physique, chimie et cetera ou des sujets en sciences en lettres et sciences humaines, histoire, sciences sociales et cetera et aussi parfois il y a des sujets, un peu hors catégorie comme, il y a pas mal de sciences de management ou parfois des thèses en psychologie, ce genre de choses, qui sont, un peu plus niche mais très intéressants et l'idée c'est que pendant plusieurs années, 3 ans en sciences, souvent un peu plus long en lettres et ben, on va se donner un sujet, encadré par des scientifiques qui sont plus expérimentés et on va, creuser ce sujet pendant, 3 ans. En général, on a vaguement une idée de là où on voudrait aller au début. Si tu par exemple, rédiger un projet de sujet pour avoir mon financement de thèse et puis en fait, bah, très vite on se perd, on découvre des trucs inattendus, il y a des trucs qu'on pensait que ça allait marcher, ça marche pas du tout. Il y a des trucs qu'on pensait intéressants qui le sont pas. Et puis il y a des trucs où au contraire on pensait que ça avait pas beaucoup de potentiel et en fait c'est hyper intéressant, on a envie de continuer par là et si bien que moi par exemple et je pense que ça arrive souvent, au bout de 6 mois, le projet de thèse que j'ai soumis, en fait, il avait, plus aucune réalité physique, je travaillais sur des trucs complètement différents, j'étais parti dans d'autres directions, et voilà, c'est la vie. OK. Et est-ce qu'on peut dire ou extrapoler le fait que un thésard, c'est plus ou moins un explorateur? Ça de L'explorateur du savoir, Clairement une, analogie avec l'explorateur à faire, où, bah, au début de la thèse, on sait pas où on va, on sait pas vraiment ce qu'on va trouver à la fin, juste, ce qui nous accroche, c'est qu'on trouve, le sujet intéressant, on sait qu'il y a des choses à faire, Après il y a des sujets qui sont extrêmement bien, guidés et cadrés, notamment des sujets qui sont très techniques. Par exemple, je connais des gens qui travaillent en mécanique quantique. On leur donne, une puce que je saurais pas décrire parce que ça fait 30 ans que j'ai pas fait de mécanique quantique. En gros, une puce, expérimentale qui a des propriétés particulières qui pourraient être intéressantes, en l'optimisant un peu et eux, leur test, ça va être pendant 3 ans, d'optimiser le fonctionnement de la puce, quoi. ah ouais. Bon, eux, ils sont un peu sur des rails. Mmh, ouais, c'est vrai. Et ils savent, enfin, ils ont l'objectif final et on va dire, c'est il y a le cadre déjà qui est déjà prédéfini. Après, l'objectif final, ça peut juste être, améliorer le fonctionnement, hein. Ouais, c'est ça. En fait, sans vraiment savoir c'est quoi la limite, Exactement, en fait, on a le point d'arrivée, le point final, mais après voilà, il y a tellement de chemins, tu peux aller tout droit, tu peux aller en courbe, tu peux, il y a tellement d'infinité de chemins possibles et d'événements et de péripéties qui peuvent arriver que forcément on peut, sur le chemin, ouais. trouver autre chose. Ouais. Bah et du coup, ça, c'est un truc important pour, se lancer en thèse, c'est qu'il faut avoir, certaines capacités à résister à l'incertitude, à ne pas vraiment savoir, où on va et à juste être guidé par, la curiosité et un peu un flair, scientifique ou en lettres un flair, de terrain, quoi. Comme dirait, un de nos anciens professeurs, le sens paysan, il faut avoir du sens paysan, hein. Un peu de sens physique ou du sens paysan, ça dépend comment vous l'appelez. Ouais, un peu, on peut dire ça. Déjà, être docteur, ça peut effrayer pas mal de personnes. C'est vrai que quand on dit, voilà, faire une thèse, faire un doctorat, ça effraie, pas mal de gens, compte tenu du fait que, il y a beaucoup d'études, beaucoup d'années d'études, après le bac. Et est-ce que tu pourrais me citer des avantages et des inconvénients au doctorat, à la thèse en général? Bah, je vais rebondir directement sur ce que tu as dit, sur le fait que ça commence à être des études qui sont longues. Ouais, si jamais on a un parcours, très rectiligne, qu'on sait ce qu'on veut dès le début, bah, faut au minimum 5 ans pour arriver en thèse, 3 ans de licence et 2 ans de master et puis la vérité, c'est que souvent les parcours, même en licence master, ils sont pas, parfaitement droits et optimisés, moi entre mon bac et mon début de thèse, il y a, déjà, 7 ou 8 ans que j'ai fait 1 année de césure et puis la La cinq ouais et puis j'ai fait une 5/2 en effet, c'est ça, je cherchais la deuxième. Je m'as fait, reprendre 1000 années. Bon, du coup, à la fin du master, on est déjà, 7 ans après le bac, et puis là, il est question, de se lancer encore dans un projet qui va durer, 3 ans au mieux.
Bon, en physique, en France, ça dure souvent réellement 3 ans, du coup, il y a pas trop de risque que ça dépasse, mais faut quand même atteindre le, 10 ans après le bac, quoi. Mmh. Et faut aimer les études, hein, après la thèse, c'est quand même très différent du master et de la licence parce qu'on a beaucoup moins de cours, j'ai quelque chose comme, 120 heures de cours à valider en 3 ans, ce qui est assez raisonnable. 40 heures de cours par an, on est Oui, oui, et en fait, là, on est vraiment, au travail, en fait, on a un salaire, on a des collègues, on a des réunions, on fait avancer, nos projets, on cherche des données, on cherche à améliorer le modèle, on va discuter avec d'autres chercheurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, concret et appliqué. C'est plus des études, où, on a des cours, on prépare des partiels, et cetera, et cetera. ouais, c'est l'expérience la plus proche, on va dire, entre guillemets, «du salariat». Je mets vraiment des gros guillemets ce que je dis, mais la plus proche du sa Ah mais je suis salarié étudiant, en fait. ouais, voilà. J'ai vraiment un salaire qui est, plus faible que si j'étais parti dans la finance, mais non, bah, ça non, mais ça, c'est un truc important, genre, si, votre but dans la vie, c'est de vous faire un maximum d'argent en un minimum de temps, la thèse n'est pas fait pour vous, Oui. c'est pas du tout ça que la thèse optimise, là, faut se dire, bah, oui, on a un salaire qui est, relativement, modeste, par rapport à ce qu'on aurait pu prétendre, en partant, dans le privé ou en suivant d'autres, voies plus, bankable. Mais ça vient avec, d'autres avantages, et notamment une, totale liberté intellectuelle, que ce soit, géographiquement ou en temps, hein. En fait, j'ai pas vraiment de patron, quoi. Je fais ce que je veux tout le Tu as une fourchette à nous donner, pour, les salaires? Enfin, après, je sais que ça différencie beaucoup entre public et privé. Alors je crois que le minimum pour les thèses, le minimum légal fixé par la loi, il a été pas mal rehaussé ces dernières années. Il me semble qu'il y a encore 10 ans, c'était vraiment, pas très élevé, ça devait être, autour de 1 500 net, OK. et maintenant, je crois que ça s'échelonne, quelque part entre, 1 700 et peut-être 2 500 pour les plus chanceux, notamment ceux qui travaillent avec des industries, Ah qui font beaucoup d'argent. OK. Là, c'est la fourchette public-privé pour tout le enfin, Ouais. toutes les thèses. OK. Oui, c'est Public, en général, on sera plutôt autour de 1 800-2 000. OK. Bon, ça va, c'est relativement Non, mais oui, sincèrement. correct, ouais. Ah oui, non, non, je suis pas du tout dans la précarité, j'ai pas de problème d'argent, juste, je vais peut-être pas m'acheter mon appartement tout de suite, quoi. Mais t'inquiète, t'inquiète. Et puis, de toute façon, après la thèse, il est toujours temps de changer de voie, de se dire que les thésards, qu'il y a des industries qui sont très intéressées par les thésards et que tout à fait rebondir financièrement si finalement on réalise que nos objectifs dans la vie ont changé entre temps, quoi. Mmh. Alors tu nous as dit un inconvénient, c'est, évidemment pas la quête de fortune, mais est-ce qu'il y a d'autres, avantages, enfin, et l'avantage aussi que tu as dit, c'est le fait, voilà, qu'on est, vraiment salarié étudiant, qu'il y a vraiment un nouveau statut qui est beaucoup plus, on va dire, épanouissant. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points que tu veux aborder? Bah, après, les autres points, ce sera des trucs qui dépendront beaucoup plus de l'environnement dans lequel on fait sa thèse. C'est facile, par exemple, en creusant, de tomber sur des thèses qui se passent, extrêmement mal, parce que, les personnes ont juste, pas les qualités humaines pour, s'adapter à l'environnement dans lequel elles sont. En fait, c'est pas une question de la personne, est problématique et ne pouvait pas faire une thèse. C'est une question que le thésard a commencé à travailler dans un environnement et avec des gens qui ont un style de travail qui ne lui correspondait pas. Faut trouver une certaine affinité entre, qui on est, notre sujet et les gens avec qui on va travailler. Et il arrive que, si jamais on se lance dans un sujet de thèse, sans avoir assez discuté, clairement des objectifs et du style de travail qu'on allait faire pendant 3 ans, bah, on peut se retrouver, coincé dans quelque chose qui ne convient pas du tout et qui peut créer, beaucoup de souffrance. OK. Ah bah, justement, tu fais bien d'en parler. On en parle dans l'épisode, sur l'alternance. On parle justement, voilà, de ce pseudo contrat social, ce lien social, entre, l'alternant, l'apprenti et son tuteur, que voilà, c'est véritablement, un apport de chacun, et que voilà, cette relation, cet échange, s'il est pas bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre, ben, vaut mieux en arrêter là. Bon, ça arrive qu'il y ait des encadrants qui soient vraiment, purement toxiques et qui sont juste, pas faits pour encadrer des jeunes, hein. Mais j'ai l'impression que la plupart des temps, quand ça se passe mal, c'est pas qu'il y en a un des 2 qui a fondamentalement un problème, c'est juste qu'ils ont un style différent, quoi. Ouais, ils arrivent pas à s'entendre. Moi, par exemple, dans mon labo, je suis encadré par une personne qui est, vraiment, très compétente, qui a lancé son équipe de recherche, tout seul. Enfin, il faisait de la géoscience, il travaillait sur, les sous-sols, et puis un jour, un beau matin, il y a 15 ans, il s'est réveillé en se disant,
«Tiens, mais en fait, c'est quoi les flux maximum de pétrole et de matières minérales qu'on peut extraire du sol? Et est-ce qu'il y aurait pas de quoi faire un modèle dynamique, intéressant pour expliquer les liens entre, ces limites biophysiques et la construction de nos sociétés, thermo-industrielles?» Et enfin, avant, il faisait vraiment des géosciences, on va dire, assez basiques où il étudiait les propriétés des cailloux, quoi. Et du coup, il a opéré un changement, assez audacieux. Il a lancé son équipe de recherche. Quand je suis arrivé en thèse, on était, genre 5 dans l'équipe et là, 1 an et demi plus tard, on est 25, quoi. Ah oui! Ouais, ouais, bah, c'est des sujets qui ont beaucoup la cote, qui sont liés à beaucoup de questionnements sur la transition écologique, sur, de où est-ce qu'on va? Est-ce que le réchauffement climatique va, complètement détruire nos sociétés ou est-ce qu'il y a encore une, voie de sortie? Est-ce que dans 20 ans, on sera encore capable de construire des voitures et des avions? Je pense c'est un peu ce genre de questions auxquelles on s'intéresse dans l'éthique. Je reviens un peu sur son style d'encadrement. Il a énormément de qualités, mais par contre, il a un encadrement qui va, on va dire, qui est très, lâche ou, laxiste, quoi. OK. Il va pas être derrière ton dos à regarder ce que tu fais, si jamais, tu peux lui demander à discuter avec lui, mais en général, il est pas spécialiste de ton sujet à toi et il pourra pas vraiment te guider, techniquement dans des trucs, très concrets et tout. Enfin, faut vraiment se débrouiller et trouver, des interlocuteurs techniques, pour continuer à avancer sur son sujet. Lui, il est plus là pour assurer une sorte de grande, structure, administrative et une grande thématique de recherche, et du coup, moi, ça me va très bien parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez autonome, on n'a pas besoin de me dire, quoi faire, juste, le matin, je me lève, je vais au labo et en gros, je sais ce que j'ai envie d'avoir fini d'ici la fin de la journée et puis je sais dans quelle direction je vais, je sais ce que j'ai envie de construire, et cetera, et cetera. Par contre, j'ai un collègue qui lui, aurait besoin de quelqu'un qui soit peut-être plus là pour, l'épauler, l'encadrer, lui dire, «Écoute, là, la voie que tu as prise, c'est pas terrible, tu devrais changer» ou, «Ce sujet-là, tu devrais le creuser» ou, «Là, c'est très bien ce que tu fais, là, ça va pas». Enfin, bref, avoir un retour, encadrant, quoi, et là, il a pas vraiment ça et du coup, sa thèse avance très lentement, il est assez perdu, il manque un peu d'initiative, c'est pas catastrophique, quoi, mais on sent qu'il aurait eu besoin d'un encadrement peut-être un peu plus fort. Et c'est pas lui qui a un problème, c'est pas l'encadrement qui a un problème, c'est juste que ça matche pas parfaitement dans ce cas-là. Ouais, c'est vrai qu'entre, voilà, les besoins et ce que la personne peut fournir, il y a des fois une mésentente ou Ouais, et c'est pas évident d'avoir une idée, très claire de tout ça, avant de se lancer, quoi. On c'est apprend vrai. à se connaître un peu au fur et à mesure. Et du coup, c'est aussi une introspection, la thèse. On apprend un petit peu à se connaître, se confronter à, on va dire, à l'incertitude, comme tu disais. Ouais, moi tel que je le vis et puis il y a sûrement d'autres expériences de thèse, qui sont différentes, mais c'est vraiment une énorme expérience de liberté, intellectuelle, mais aussi, géographique. Je veux dire, je dépose jamais mes vacances, je pars, tout le temps, loin de Grenoble, soit pour aller voir des amis, soit pour aller travailler avec d'autres gens, et personne ne me pose jamais aucune question sur ce que je fais et où je vais, quoi. Mmh. Pareil, au niveau du temps, par exemple, en fait, il y a pas d'horaire de bureau, c'est juste, les gens arrivent quand ils arrivent et les gens repartent quand ils repartent. Sauf quand même quand il y a une réunion et on se met à peu près d'accord pour se retrouver à tel moment, à tel endroit. Mais sinon, au niveau temps, en fait, ça se passe, comme tu veux, si vraiment au bout de 2-3 mois, quelqu'un, vient en retard, on va finir par se poser des questions, je pense. Il est où? Il est à Acapulco, là. Quoi? Bah, surtout, et puis c'est sûrement un signe qu'il a un problème s'il vient plus, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de liberté par rapport à, bah, presque n'importe quel autre travail, en fait. Ouais, c'est vrai. Et ça vient avec, ces avantages-là, mais ça vient aussi avec des inconvénients, en fait, si j'ai autant de liberté, c'est parce que la relation, de travail, on va dire, avec les autres, elle est peut-être aussi un peu plus lâche que dans d'autres corps de métier. Moi, j'avance, sur mon modèle et cetera et en fait, je dépends assez peu des autres et les autres dépendent, assez peu de moi. Mon projet de thèse, c'est mon bébé, quoi. Un peu. Non, mais ça veut pas dire que la thèse, c'est forcément solitaire, mais ça veut dire que le projet scientifique qu'on porte, on est censé faire la démonstration que, c'est notre truc, quoi. OK. Ah oui, oui, oui. C'est nous qui l'avons fait et après, de toute façon, la recherche, ça reste, très collaboratif, faut travailler avec d'autres gens, moi, j'ai tout le temps besoin de discuter avec d'autres personnes pour, savoir, quels modèles existent, comment les améliorer, qu'est-ce que veulent dire mes résultats, et enfin, je suis pas, du tout une sorte de geek au fond de son labo avec, son ordinateur en train de mouiller du code toute la journée, mais c'est des liens quand même qui sont plus lâches et qui donnent plus de liberté qu'un truc, hiérarchique, quoi. Ouais. Mmh mh.
Donc on a un peu parlé de la thèse, de voilà, des avantages, des inconvénients, de la définition. Est-ce qu'il y a une idée reçue, sur la thèse que tu aimerais déconstruire? Ou en tout cas dont tu avais entendu parler et que tu as vu en étant à l'intérieur que c'était totalement faux ou pas du tout, ce qu'on t'a fait raconter? Bah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues sur, les thèses, notamment quand on est éloigné du milieu académique, qu'on travaille pas en sciences et cetera. Mais après, ces idées reçues, c'est un peu difficile de les valider ou les déconstruire parce que en fait, derrière le mot thèse, il y a 1000 variétés différentes, enfin, je disais tout à l'heure, il y a pas 2 thèses, identiques, quoi. Enfin, en tout cas, a appliqué à ta thèse, est-ce que oui, peut-être on t'a parlé d'un truc et en fait, tu t'es rendu compte que pour toi, en fait, ça valait pas le coup ou peut-être pour d'autres, amis, Ah, je crois qu'on m'avait vendu que la thèse, c'était quand même quelque chose, d'assez solitaire. Ouais, je pense que ça, c'est un cliché qui revient quand même assez souvent et que je trouve, assez faux. OK. Si jamais tu as envie de faire ta thèse et de ne parler à personne pendant 3 ans, tu peux le faire. Genre, si vraiment ton délire, c'est d'être tout seul et qu'on vienne pas t'embêter et que juste tu développes ton truc dans ton coin et que, tu publies, tranquillement, enfin, si vraiment c'est ça que tu as envie de faire et que d'être tout seul, tu peux. Je pense que les il y a des domaines, notamment en théorie ou en maths ou quoi, où ça peut se faire très bien. Mais, la vérité, c'est que c'est aussi, et si tu as envie et si tu es dans le bon environnement, c'est aussi une très belle, aventure humaine. Même si, les thésards ont chacun un petit peu, leur sujet à eux, bah, en fait, les sujets sont souvent en relation les uns avec les autres, on discute souvent ensemble, puis, on voyage beaucoup pour aller à des congrès ou des conférences. On rencontre plein de gens, enfin non, moi franchement, je trouve que c'est quelque chose qui peut être, extrêmement, social, et puis même les gens avec qui on travaille en fait, bah, ça finit juste par devenir, des proches, on sort ensemble, on fait plein de choses, ouais. OK. Non, ouais, c'est vrai. Bah, je crois qu'on nous disait la même chose, en école, d'ingé, on disait, bah, si vous pensez que l'ingénieur, au final, c'est le scientifique fou qui travaille au fond de sa cave, oui, 90 du temps, c'est pas le cas, la plupart des ingénieurs, bah, ils sont en équipe et justement, les progrès qu'ils peuvent faire, c'est en équipe, c'est pas Il y a moins ce cliché pour ingénieur, je trouve, parce que en fait, ingénieur, tu développes rarement un truc tout seul, hein. ouais, c'est vrai, mais on avait Souvent, tu travailles sur un produit, un moteur, un concept, qui doit être vendu à la fin et qui du coup, va impliquer, plein de gens dans, la conception, le prototypage, pardon, les tests, puis après pour le vendre, enfin, bah, soit tu es inséré au sein d'une entreprise, qui a un fonctionnement, beaucoup plus, compact, je dirais. mmh. Bah, ça, ouais, ça, je l'ai compris plus tard, mais au début, moi, je pensais que c'était comme ça. Après, ils nous ont déconstruit l'idée en école d'ingé, ils nous l'ont très rapidement fait comprendre qu'en fait, l'ingénieur, il est pas tout seul, en fait. C'est pas un ingénieur, il a un projet, il est tout seul. C'est après, il y a le projet. Je crois qu'il y a un autre cliché que j'aimerais bien aussi, Vas-y, je t'en prie. démonter, c'est que, la thèse, c'est réservé qu'aux génies, des gens qui ont des compétences intellectuelles un peu hors normes, et cetera, bah, bon, à un moment, c'est sûr, faut être, bien câblé, avoir les idées à peu près claires, être capable de finir une licence et un master. Mais, je pense qu'avec, du travail et de l'intérêt, c'est pas insurmontable, et en fait, la thèse après, ça demande pas, enfin, on va pas te demander de révolutionner la science, de trouver un nouveau théorème du futur, Mmh. de enfin, genre ça va. Enfin, faut juste te fixer un sujet qui t'intéresse, te dire que tu aimerais bien creuser une question à laquelle il y a pas vraiment de réponse, et voir un peu ce qui se cache derrière cette question et quelles réponses potentielles on peut lui apporter, Ça demande pas mal de qualités et de compétences, mais moi, il me semble en tout cas que c'est pas un truc qui est accessible, enfin, c'est pas enfin, il me semble que c'est quelque chose qui est accessible à pas mal de monde, Par exemple, là, si je fais une thèse sur, par exemple, prouver que la Terre est plate. Tu vas avoir du mal à trouver un financement déjà. Ah ouais? Tu penses? Non, si, si. Moi, il y a plein de complotistes, ils me donneraient des sous. Non, mais bah, en vrai, la vérité, c'est que si vraiment, vraiment tu te lançais là-dedans, que tu arrivais à trouver en effet, des gens qui je pense qu'en effet aux États-Unis, tu peux trouver des fondations qui peuvent financer ce genre de thèse, tu pourrais te lancer là-dedans. Mais, la vérité, c'est qu'en fait, bah, déjà, je pense que tu vas avoir du mal à trouver des résultats scientifiques probants, et que comme tu vas avoir du mal à trouver des choses, techniquement solides, tu vas avoir du mal à publier et ta thèse risque de jamais, être, publiable, sortable, soutenable, quoi. Mais en fait, l'idée, c'est comme, oui, en effet, bon, si jamais tu explores vraiment une idée qui est à contre-courant du consensus scientifique,
C'est audacieux et ça risque d'être, difficile d'arriver à la fin. Mais bon, après, il y a des gens qui font des paris risqués ou ambitieux, hein. Mais en général, la thèse, la plupart du temps, c'est quand même proposé par des scientifiques. Le sujet de thèse, souvent en sciences en tout cas, est proposé par des scientifiques qui sont déjà dans le milieu et qui ont envie de creuser une question, mais qui peuvent pas la faire, ils peuvent pas travailler sur ça eux-mêmes tout seuls, ils ont besoin de l'aide et du coup, ils recrutent un thésard pour explorer cette question pendant plusieurs années. Mmh. Alors, je vais peut-être compléter ce que tu as dit. On va avoir du mal à arriver à la fin en vie. Si on commence à faire à dire des choses, qui sont ubuesques, je pense que la vie scientifique, va venir te péter les genoux comme il se doit. Non, mais ce sera juste, une thèse un peu bizarre, où tu auras aucun résultat, Ouais. tu travailleras avec une personne, tu seras pas reconnu. C'est un peu nul. Non, je comprends, je comprends. Mais en vrai, j'en sais rien, hein, mais je pense qu'en effet, si tu creuses dans toutes les thèses qui sont soutenues, tu dois trouver des cas un peu bizarres, hein. Peut-être. Je pense que c'est pas impossible de trouver des trucs un peu chelous. Mmh. Et c'est quoi le quotidien d'un thésard? En gros, est-ce qu'il y a des phases à respecter tout au long de sa thèse, que ce soit administrative, ou que sais-je? Heu, Est-ce qu'il y a une routine qui s'installe? Bah, ça, c'est encore une fois, ça dépend beaucoup de toi, de ton sujet et de ton encadrement. OK. Enfin, je pense que tu as beaucoup plus une routine quand tu as une, thèse expérimentale, donc tu as une manip scientifique à faire tourner et que là, bah, en fait, tous les jours, faut être au-dessus de ta manip, regarder ce qui marche pas, ce que tu pourrais améliorer, travailler avec un peu entre guillemets «les mains dans le cambouis», analyser les données, et où là, je pense que c'est quelque chose qui demande, un tempo beaucoup plus régulier. Moi, j'ai aucun quotidien, je travaille entre 2 laboratoires à Paris et à Grenoble, je travaille un peu aussi avec une association, qui s'appelle le Shift Project, Ah, qui est une sorte de think tank, qui a pour but de décarboner l'économie française, avec une vue très systémique. Et je travaille avec, beaucoup avec un laboratoire à Jussieu, qui est spécialisé en écologie territoriale et dont j'ai repris le modèle. Voilà, je voyage entre tous ces trucs, j'essaie de passer, en moyenne, 1 semaine, parfois un peu plus, parfois un peu moins, à Paris par mois et heu et sinon, il y a pas de quotidien, il y a pas d'horaire, en gros, une journée quand je suis à Grenoble, on va dire une journée, typique, c'est, je me réveille quand je me réveille, il y a pas de réveil. Parfois c'est tôt, parfois c'est tard. Heu, je me pointe au labo, hop, il est 15:00. mais franchement, si tu as envie d'arriver à 15:00, tu arrives à 15:00, Tu repars à 17, c'est bon, tu dis: «Ah, l'heure du bah, mat». non, mais franchement, tu peux. En fait, on s'en fiche, le travail en fait, quand on n'a pas un travail productif, je fabrique pas de voiture, je fabrique pas un produit, je fabrique pas un service, je suis pas chauffeur, enfin, je suis pas prof. En fait, la valeur que tu as à apporter, elle dépend pas du tout du temps que tu investis dedans, elle dépend juste de la qualité de ce que tu produis, Mmh. En fait, si jamais en 2 heures, j'arrive à produire un travail qui est extrêmement, intéressant et qui fait avancer des grandes questions scientifiques, bah, tout le monde sera là en mode, «Très bien, continue». Ouais. On n'est pas Après sur la productivité, mais sur l'efficacité, quoi. non, après c'est quand même, c'est pas complètement décorrélé, à un moment, si tu veux avoir un travail de qualité, si tu veux faire avancer la recherche scientifique, si tu veux publier des beaux papiers avec de beaux résultats, à ce moment, on va pas se mentir, quand même ça demande du temps mais le temps, c'est toi qui le gères, si jamais, tu as un rendez-vous médical, à 14:00, bah, tu arriveras à 15:00 ou 16:00 et puis, si tu as rien le soir et que tu as envie de partir à 22:00-23:00, bah, tu peux, quoi. Et du coup, moi, typiquement, c'est juste, ça fait 1 an et demi que je vis sans réveil, où juste, je dors, autant de temps dont mon corps, me dit qu'il a besoin. Je me réveille, je fais, 20 minutes de vélo, je prends le petit déjeuner au laboratoire et puis après, bah, souvent c'est, soit, continuer d'écrire un papier, soit ça va être, améliorer des petits modules dans mon code, sur mon modèle et papoter avec les autres OK, non, non, et cool. puis après en fonction de mon énergie ou de l'objectif que je me suis donné le matin, bah, je repars entre, je sais pas moi, ça dépend des jours, entre, ouais, on va dire 17:00 à 20:00 quoi. OK. C'est assez concret, on va dire, psychologiquement et physiquement, ma thèse à moi, c'est pas une vérité générale, est assez tranquille quoi. Mmh. J'ai pas beaucoup de pression.
Mmh. tant que ça roule, que je publie et cetera. Ouais, voilà, donc voilà, tu sais où tu vas, tu produis, des résultats, qui sont cohérents, de qualité et que voilà. Est-ce qu'il y a des jalons à suivre, par exemple, que ce soit avec ton directeur de thèse, tu dises: «Bah, voilà, pour le X du mois, il faut que, je sais pas, ce papier soit rempli ou qu'il y ait cette étape qui soit, concrétisée». Est-ce qu'il y a des jalons comme ça dans la thèse? Ça alors, il y a des jalons officiels, OK, il y en a un par an, ça s'appelle le comité de suivi individuel, le CSI, un truc comme ça, et une fois par an, il faut que tu aies une discussion avec des gens qui ne t'encadrent pas, d'autres scientifiques, qui sont pas dans ton labo ou mais qui sont sur des sujets similaires à toi. Puis ils vérifient que, tout va bien d'un point de vue scientifique, genre que tu es pas, complètement perdu à ne pas savoir ce que tu fais, tu arrives plus du tout à avancer et cetera, et aussi humainement que, tu te fais pas, que ça se passe bien avec tes encadrants, que tu te fais pas harceler ou ce genre de choses. Bon ça c'est, 1 heure, une fois par an. OK. Après, ça dépend beaucoup de ton encadrement. Il y a des encadrants, notamment pour des sujets qui sont liés à des projets industriels et qui sont liés à des entreprises, privées, où, tu peux avoir un suivi une fois par semaine. En D'accord. gros, tu montres, une fois par semaine, bah, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, qu'est comment tu as avancé et cetera. Bon, je pense que c'est vraiment pas adapté à tous les sujets parce que, en sciences, tu pas forcément, des trucs, intéressants à dire toutes les semaines. Oui, c'est vrai. Après, si tu as un projet très concret, lié à une industrie, c'est possible que, et surtout quand eux, ils ont un peu envie d'avoir un retour sur investissement et de vérifier que ça avance, quoi. Mmh. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas lié à une industrie et comme je disais, j'ai un encadrement qui est assez lâche, dans un sens, positif, je trouve, et du coup, j'ai aucun suivi d'aucune sorte. Si jamais je vais toquer à la porte de mon encadrant et je lui dis que j'ai besoin de discuter d'un truc, bah, je pense qu'il va pas me dire non. Mais moi, j'en ai pas besoin et non, non, j'ai pas d'encadrement, d'aucune sorte, quoi. Enfin, j'ai pas si, j'ai un encadrement, mais j'ai pas de suivi individuel, Oui, il y a où pas de vraiment à un moment on s'assoit et je lui montre ce que je fais, quoi. OK. Oui, après voilà, il valide. Sauf quand c'est à mon tour de présenter, si une manière de suivre, c'est peut-être, les séminaires du laboratoire, quoi. D'accord. Quand c'est à mon tour de présenter, ça arrive, je sais pas, je l'ai fait une fois pour l'instant, mais je pense que ça a vocation à arriver, une fois tous les, pipe à 9 mois. Voilà, tu fais une vraie présentation, de 20-30 minutes devant le laboratoire, pour présenter, ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais et tes résultats, quoi. Très bien. OK, d'accord. Ah oui, je savais pas que ça fonctionnait comme ça parce que C'est ouais, très dépendant, hein. ouais. Mon frère a fait une thèse aussi, je sais pas comment ça fonctionne, mais il me dit qu'il fait beaucoup de conférences aussi. Je pense que ça a rien à voir, mais il fait des heures de cours, des conférences et il est plus ou moins suivi par son directeur de thèse. Ça dépend aussi. Je pense que voilà, Ouais, ça dépend. c'est est-ce qu'il y a, comment dire? Aussi, on peut fixer des rendez-vous directement avec son directeur de thèse. Je veux dire, bah, moi, j'aimerais qu'on se voit tous les mois, une fois par mois, Ouais, bien sûr, OK. bien sûr. Heu, je pense même, enfin bon, pas faire de vérité générale, mais je pense que dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Je pense que la plupart des doctorants en sciences, ils ont un rendez-vous périodique, avec leur encadrant. Bon, du coup, ça dans le cas extrême, ça peut être une fois toutes les semaines, hein, et je pense que souvent ça peut être, 1 fois tous les mois, 2 mois. Bon, moi j'ai pas ça, mais c'est parce que ni mon encadrant ni moi n'en ressentons le besoin. OK. Alors, on va passer à la troisième partie sur l'entrée en thèse, sur comment on arrive, à faire une thèse. Premièrement, comment on fait pour trouver un sujet de thèse? Parce que c'est vrai que se dire: «Bon, bah, je vais étudier ça», comment on arrive à se dire: «Je vais étudier ça» et surtout comment on arrive à convaincre un scientifique, ou un professeur d'être notre directeur de thèse? C'est une, très bonne question, et il y a plusieurs manières. Moi j'ai un cas particulier, c'est que j'avais un contrat doctoral issu directement de mon école. Enfin, c'est mon école qui finance ma thèse, et je suis censé avoir une bonne formation scientifique, et du coup, je suis vraiment, quelqu'un qui est, très recherché dans les laboratoires. Là, c'est vraiment moi, j'ai juste à ouvrir mon bah, en fait, ça se passe comme ça à la fin de mon M2. J'ai juste ouvert mon ordinateur, j'étais là, qu'est-ce qui m'intéresse? J'ai tapé les sujets qui m'intéressaient, puis, laboratoire, et j'ai regardé, les noms qui sortaient, les équipes de recherche qui sortaient, et puis, je me suis tout simplement mis à les contacter en leur disant, «Bah, voilà, j'ai une bonne formation en physique, je viens avec mes sous, est-ce que ça vous intéresse qu'on travaille, 3 ans ensemble sur tel sujet?» Et
et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré, mon encadrante à Paris et mon encadrant en à Grenoble. Ah oui, En fait, pour être honnête, mon encadrant à Grenoble, je l'ai rencontré un peu avant. C'était quand j'étais pas encore sûr d'avoir mon financement dans mon école, parce qu'il y a une petite sélection quand même. OK. Et du coup, je cherchais d'autres voies de financement et du coup, c'est là où aussi il y a d'autres manières de trouver des sujets qui sont un peu plus classiques où, en fait, ça peut être, soit de trouver des instituts qui financent des thèses et c'est vraiment très divers. Souvent, c'est des instituts publics quand même. Par exemple, l'ADEME finance des thèses. Tous les ans, ils publient un livret d'une vingtaine de pages où ils disent, tous les sujets de thèse qu'ils sont prêts à financer. Et là, du coup, c'est à nous de monter le projet, de trouver la personne et de retoquer à la porte de l'ADEME et de leur dire: «Bah, voilà, je travaille sur ce sujet, qui était dans votre liste. J'ai trouvé telle personne pour m'encadrer» et cetera. Il y a d'autres instituts comme, la mairie de Paris, par exemple, je me souviens, faisait ça. Il y avait des sujets qui étaient assez intéressants et sinon après, il peut y avoir des organisations, comme des associations. Moi, par exemple, je suis allé toquer à la porte du Shift Project justement, à ce moment-là, en leur disant: «Écoutez, les thématiques que vous creusez m'intéressent beaucoup. Moi, j'aimerais bien faire une thèse. Est-ce que ça vous intéresse de financer, ma thèse?» Je sais qu'ils ont déjà financé une thèse avant ça. Bon et là, je suis arrivé à un moment où visiblement ils avaient pas beaucoup de sous et du coup, ils m'ont dit on pouvait faire un genre de partenariat où je suis une sorte de conseiller scientifique, on va dire, dans certains de leurs projets et par contre, ils m'ont redirigé justement vers, un laboratoire avec lequel ils travaillent et c'est là où j'ai rencontré mon doctorant de thèse, à Grenoble. OK. D'accord. Mais je pense que même après, il y a aussi, les thèses CIFRE où c'est juste, les entreprises publient des sujets de thèse qu'elles sont prêtes à financer et puis après le font passer, des entretiens d'embauche comme pour un CDD pour trouver, le bon thésard qui leur conviendra. Je crois que j'ai passé, un entretien de ce style et après je crois que même le plus classique en fait c'est, quand même, juste de, bah, se balader sur les sites des laboratoires et ils ont souvent une page, poste de thèse, libre où là ils proposent, c'est eux qui proposent un sujet bien encadré, bien délimité, où là il y a une marge de manœuvre qui est plus ou moins élevée, mais en général le sujet est guidé et là, il faut juste contacter le laboratoire et le laboratoire normalement a des financements pour financer des thèses. OK. OK, il y a toutes ces méthodes-là. Mais ça, c'est plutôt en sciences. En lettres, là, va y avoir, beaucoup moins de financement. Je pense que c'est surtout des laboratoires de sciences humaines et sociales et de littérature qui financent, des thèses. Je pense pas qu'il y ait d'organisations, privées ou d'associations qui financent ça et ou moins qu'en sciences en tout cas et là, en fait, c'est plus au thésard, enfin, au candidat thésard de construire son sujet, d'arriver auprès, d'une personne dont le travail l'intéresse et de lui dire, «Bah, voilà, moi j'ai envie de travailler là-dessus, j'ai préparé ce sujet, est-ce que ça vous intéresse qu'on travaille, dessus ensemble plusieurs années?» Là, c'est plus au candidat de proposer le sujet. Mmh. OK, ouais. Je suis pas un spécialiste, mais il me semble que c'est comme ça que ça se passe en lettres. J'ai dû entendre parler de ça aussi. Problème des thèses, on va dire en lettres où il y a pas vraiment, d'application concrète, industrielle, où il y a pas possiblement de retour sur investissement. C'est toujours un peu compliqué parce que voilà, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre actuellement. Bah, toujours. C'est actuellement, ouais, c'est vrai que ça a toujours été le cas. Qu'est-ce que je Le capitalisme on vainc. Même avant le capitalisme, il faut juste les moyens, matériels pour faire ça, quoi. Mais oui, souvent ce qui est dur et ce qui détermine, là où on va aller, c'est, là où il y a les financements. Par exemple, en ce moment, ce qui est à la mode, ça va être, l'intelligence artificielle, ou les appareils, ordinateurs et puces quantiques. Là, je pense que si on a fait, la bonne formation, et qu'on a envie de faire une thèse, ça va être très facile de trouver un financement pour faire ça, hein. J'ai vu aussi des thèses. Alors, j'ai failli candidater pour une thèse, c'était il y a quelques semaines, c'était, pour Siemens qui cherchait des thésards pour tout ce qui est batterie de voitures, études des batteries. Parce que voilà, application en Formule 1, en voiture électrique, tout ça et ils voulaient, voilà, faire, une nouvelle thèse. J'ai hésité. Après voilà, moi ce qui m'a freiné dans le fait de faire une thèse, c'est, de devoir, faire un rendu final. Les rapports, c'est bon, ça m'a vacciné depuis la prépa, l'école d'ingé et le stage de fin d'études. C'est bon, les rapports, j'en peux plus, je suis devenu à saturer de ça et aussi la peur, un petit peu aussi cette peur
pas savoir où aller. Après, comme on est en entreprise, c'est un peu plus guidé, mais voilà, de faire, en gros, de suivre un chemin sans être sûr de ce qu'on va trouver à la fin. C'est on a quand même l'objectif final, mais c'est plus ça qui me freinait de voilà, d'être encore salarié, étudiant, de devoir encore rendre des comptes à un directeur de thèse, de faire des rapports, de tout clarifier. C'est enfin, c'est ce qui m'attire le moins. Après voilà, c'est personnel. Après, j'ai justement l'impression que j'ai beaucoup moins de comptes à rendre, qu'un employé en CDI ou CDD dans une entreprise classique, hein. Ouais. Enfin, les rapports, ce que tu appelles les rapports en thèse, c'est quand même assez différent de ce qu'il y a en école, en fait, ce qu'on attend de toi, c'est que tu publies des papiers scientifiques, Ouais, ouais, des articles scientifiques. c'est ça. Juste publier, écrire des choses, C'est assez différent des rapports en école quand même, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur, que c'est un exercice de qui est assez codifié, mmh, faut expliquer, sa question de recherche, pourquoi elle est intéressante et le contexte scientifique. Après, il faut expliquer comment est-ce que tu vas répondre à ta question, avec quels, moyens, techniques ou expérimentaux. Puis après, faut expliquer les résultats que tu as obtenus, faut après que tu expliques, que tu discutes ces résultats, qu'est-ce qu'ils apportent, comment ils répondent à la question. Il faut conclure, enfin et puis après tout le processus de publication scientifique est quand même, assez compliqué et long. Moi, j'ai soumis un papier là, il y a quelques semaines et je suis toujours pas bien sûr qu'il va être publié, mais bon, on va voir et en effet, après à la fin de la thèse, avec tout le travail que tu as abattu, tout ce que tu as retenu de ta thèse, tous tes résultats, tu es censé en effet, bah, pas faire un rapport, mais en fait publier ce qu'on appelle une thèse. C'est un genre de gros livre technique de, ça dépend des sujets, mais de 100 à 600 pages, on va dire et vraiment un ouais, non, mais c'est vraiment bah, il y en a, ils écrivent leur thèse en livre après, hein. ah ouais? Notamment en lettres, enfin, ça se fait très bien, hein. Ah oui, c'est vrai. En lettres, par exemple, si tu t'intéresses à, enfin, je vais dire une question de recherche qui existe sûrement pas, mais si, un truc, par exemple, je peux avoir un sujet lié à la gentrification, je veux dire, tu peux avoir une étude sur, le phénomène de gentrification, à Rennes, depuis les années 70. Pour ça serait une bonne tête de sujet de lettres, je pense et derrière, bah, oui, ch en vrai, c'est possible que ça existe, et bah, après, si ton sujet il est intéressant, en fait, bah, il peut avoir un rayonnement, qui peut dépasser le cadre de la recherche et puis ça peut intéresser des éditeurs. En sciences, c'est plus rare parce que c'est très technique. Enfin, c'est technique aussi les sciences de lettres, mais je veux dire en sciences, si tu as pas de formalisme mathématique, tu risques de pas comprendre grand-chose. J'ai un ami, par exemple, en thèse, bon lui, du coup, il est en thèse de lettres, enfin en thèse de sciences humaines pour être précis. Il fait une thèse autour du milieu des grandes cuisines. Il étudie en fait, c'est quoi les relations de travail, les parcours professionnels, les types de personnes qui sont attirées par le milieu de la grande cuisine et du coup avec, le style de travail qu'il a avec, les violences qui peuvent être présentes, que les gens qui travaillent ici, qu'est-ce qu'ils viennent y chercher et cetera et lui typiquement, il a un sujet qui est, bah, très médiatisable quoi, sa thèse, elle va sûrement finir en bouquin, sera vendue dans des librairies où en gros il expliquera, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les grandes cuisines, pour que les gens comprennent. Ouais, je pense que si un jour je fais une thèse, soit c'est une thèse sur, de la science, mais plus voilà, science appliquée à l'industrie, soit sur une thèse en sciences humaines. J'aime bien genre étudier le comportement des populations, ou, alors, pour ceux qui connaissent pas, pour vous qui nous écoutez, Fouloscopie, sur YouTube, c'est incroyable. C'est l'étude des foules, l'étude des foules, à un format scientifique et il aborde, ben, plein de thèmes qui sont reliés à l'étude des foules, mais via divers problèmes, que ce soit voilà, la sortie de enfin, les sorties en cas d'urgence, les goulets d'étranglement, la propagation des rumeurs. C'est, incroyable parce que ça mélange entre sciences humaines et et sciences fondamentales. Ouais. C'est moi j'aime beaucoup, je vous incite vraiment à découvrir, c'est ultra intéressant. Je suis d'accord, c'est un très bon scientifique. Bah, lui, pour le coup, il fait de la vulgarisation, mais c'est vraiment un vrai scientifique à la base. Ouais, ouais. C'est pas comme, il pensait que c'est une très bonne chaîne de vulgarisation scientifique. Bon, il me semble que le type n'est pas scientifique, Non, il a fait prépa, mais je crois qu'il a fait prépa et je crois qu'il a fait un master, mais je sais pas s'il est il est ingénieur informatique, je crois. possible.
mais il fait pas de la recherche. Alors que dans Fulloscopy, bah, d'ailleurs ces vidéos sont construites comme un toutes ces vidéos, je trouve que ces paragraphes sont construites comme un article scientifique. En fait, au début, il va partir d'un truc très large, expliquer sa contextualiser sa question de recherche. Puis après, souvent, il va y avoir une partie un peu plus technique où il explique, quel outil il a développé pour répondre à sa question. Et après, souvent, il s'amuse à montrer les résultats. D'ailleurs, parfois, il montre directement des figures qu'il publie dans ses articles scientifiques. Je trouve que son travail est vraiment hyper bon. J'aimerais bien faire un truc similaire un de ces quatre. Ouais, c'est énorme et même il fait voilà des tests à, grandeur réelle avec, voilà des vraies personnes, des abonnés et il étudie, directement les résultats dessus. C'est incroyable ce projet collaboratif. Je sais pas s'il valorise ça, son suivi. Ah, je sais pas non plus. Je crois qu'il demande un financement de la part des abonnés, Ouais. mais c'est, ultra intéressant, vraiment à découvrir, mais ouais, je sais pas, si je fais une thèse, c'est ouais, plus à relier à un contexte, OK. industriel et ou de la science humaine pour voilà, plus des faits, Je m'étais posé la question de contacter lui ou son équipe de recherche, pour, faire sa thèse là-bas. Bon après, il me semble qu'il est en Allemagne et je voulais pas forcément faire ma thèse à l'étranger. voilà. C'est vrai que ouais, c'est autre chose. Déjà la mobilité, c'est autre chose. Ouais. Ah, il y a un autre truc aussi, intéressant, qu'on réalise pas, c'est que, en ce moment, on imagine les thésards comme étant assez jeunes. Je pense qu'en effet, la moyenne d'âge, elle doit être entre, 25 et 30 ans. Ça arrive, c'est un peu plus rare, mais ça se fait bien que, des gens qui ont déjà une, petite carrière derrière eux, en fait, se relancent dans la recherche et débutent une thèse à, 30-40, même 50 ans parfois. OK. Après la retraite, Là-dedans, à droite, là. petit complément de revenu. Alors, quelle est la procédure à suivre si on souhaite s'inscrire en thèse? Est-ce que voilà, tu vas sur le portail de ton école, tu dis: «Voilà, je veux faire une thèse», et tu remplis ce papier ou est-ce qu'il y a une autre procédure à suivre? Je suis pas très fort en administratif. Mmh. On est 2. De cas guider, bah, je crois que c'est comme, j'en parlais tout à l'heure, l'idée c'est surtout au début de trouver, ce qui nous inté savoir ce qui nous intéresse et trouver les gens qui travaillent dessus. Puis après, c'est juste leur envoyer un mail, les contacter, les rencontrer, voir s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble. Et puis après, c'est eux qui te guideront et te diront, ce qu'il faut signer, et cetera. Mmh. Je pense que ça dépend aussi un peu du type de contrat doctoral que tu as. OK. Du coup, vaut mieux enfin, on invite les gens à se rapprocher de leur administration pour demander directement, même, voilà, les chercheurs, s'ils connaissent directement des chercheurs ou des professeurs. Je crois qu'il y a rien de très spécial à savoir sur la procédure administrative. OK, C'est juste un moment où il faut signer quelque chose, quoi. OK, ça marche. Et peut-être, montrer qu'on a validé un master, non? Oui, bien sûr, faut avoir les diplômes pour. Mais alors, il y a un moment où faut OK, il y a un moment, faut faire un dossier, faut envoyer, son diplôme de master, faut envoyer, une photo de son passeport, faut envoyer, une adresse, J'imagine le gars en full clutch, «Ouais, vous nous avez fourni que votre photocopie de brevet?» «Ouais, et donc? Parce que vous voulez quoi de plus? Je comprends brevet là, mention assez bien, ça vous suffit pas?» bah, en vrai, tu sais, quand tu enchaînes le master et la thèse directement, ça arrête que tu juste prêt à ton diplôme. Que souvent la diplomation, ça peut arriver, 1 an après la fin de tes cours Ah oui, oui, ça oui. et du coup, tu envoies juste, Les attestations. ouais, Mmh. c'est co Ouais, je ne savais guère. Hem, on a parlé un petit peu, voilà, de comment trouver sa thèse, comment il fallait pour s'inscrire, et qu'il fallait se rapprocher. Les méthodes de financement, est-ce qu'il y a peut-être des donc on a parlé que voilà, qu'il y avait les financements par l'école, les financements par les entreprises, donc par les thèses CIFRE et d'autres sources. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de financement? Est-ce qu'il y a peut-être une procédure à suivre? Ou est-ce que tu connais des thèses qui ont des processus de financement totalement, on va dire, atypiques? non, je crois que j'ai rien de particulier à dire là-dessus, j'ai déjà dit à peu près tout ce que je savais sur les différents financements, souvent, c'est du laboratoire, ça peut être des entreprises, des ONG, ça peut être des collectivités territoriales. Shrek, c'est un nouveau type de test qui a un nom maintenant, mais un peu comme CIFRE, mais pour les collectivités territoriales. Non, non, c'est à peu près tout, quoi, après je suis étant spécialiste de ce système, moi j'ai trouvé ma voie, mais il y en a d'autres. Et est-ce que c'est possible d'avoir une thèse qui n'est pas financée? Même avec, 0? Genre, C'est très peu recommandé. Alors je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est
possible de faire une thèse vraiment, pas du tout financée. Genre tu sais que, de A à Z, tu auras aucun financement. Par contre, ça arrive, surtout en lettres, et en computer sciences, mais ça arrive aussi, qu'à la fin de tes 3 ans, bah, ta thèse tout simplement elle est pas finie, tu as besoin de plus de temps, mais tu as pas de financement, ton financement que tu avais au début, il était valable pour 3 ans. Et là, du coup, bah, ça arrive que tu continues ta thèse, soit sur le chômage, soit en ayant un petit bout à côté. Et je trouve que souvent, c'est là où la thèse, ça peut devenir l'enfer, bah, enfin, quand ça devenir thésard et précaire, Ouais. et que ça commence à s'éterniser, là, je crois que c'est pas terrible. Mmh. En soi, c'est quand même très rare. En gros, on peut se l'autofinancer en travaillant à côté? Par exemple, je dis n'importe quoi, tu travailles et OK. En sciences sociales, et en lettres de manière générale, ils disent qu'il faut c'est même quasiment la norme, hein. Ah ouais. Wow. Ça arrive jamais qu'une thèse enfin, je sais pas, tu sais, il me semble que ça arrive, quasiment jamais qu'une thèse de lettres dure 3 ans. Ah ouais. Alors que les financements, eux, sont très souvent calibrés sur 3 ans. Ah punaise, pour faire? Et il y a une sorte, d'hypocrisie du système, là-dessus, qui aide pas du tout, ces gens à s'en sortir. Mmh. Ouais, c'est Et ouais, bah, ouais, je pense que ça arrive souvent, ils font un travail, alimentaire à côté, caissier, je suis en train d'imaginer une thèse qui porte sur les financements dans les thèses. mais tu sais que c'est sûr que ça doit être un travail possible, hein. Faudrait un truc peut-être un peu plus large que purement les financements. Notamment, tu pourrais t'intéresser à, bah, quel domaine ça concerne, comment le vivent les gens qui sont concernés par ça, je serais pas surpris que ça existe, hein. Il y a des gens qui travaillent sur des sujets similaires. Ouais. En vrai, ça me plairait beaucoup de voir genre une enquête là-dessus, genre j'allais dire un cache investigation, pas forcément, mais un envoyé spécial là-dessus. Une fois, j'avais lu un papier scientifique qui, sur un gros corpus de thèse, essayait de voir c'était quoi les critères qui, permettaient d'avoir une bonne thèse. OK. Une thèse qui après est beaucoup citée ou qui s'est bien passée, moi j'ai pas lu en entier, parce que c'est surtout une analyse, statistique. Mais du coup, c'est assez marrant parce que je pense qu'il y a vraiment un domaine de la recherche sur la recherche. OK. Ah oui. Bah, merci beaucoup. On va passer à la quatrième partie sur, la vie d'un doctorant, d'une doctorante en sciences. Première question, voilà, est-ce que ce devoir de veille, voilà, de voilà, toujours rester à l'affût de ce qui est nouveau, les nouvelles recherches, voilà, tu abordais avant, la lecture d'articles scientifiques. Est-ce qu'il y a un devoir? Est-ce que c'est plus ou moins implicite ou est-ce que c'est au bon vouloir de chacun? En tout cas en sciences. C'est pas qu'il y a un devoir ou c'est au bon vouloir de chacun, c'est juste que si tu veux faire de la recherche scientifique, intéressante et publiable, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Mmh. Et du coup, pour savoir que tu fais quelque chose de nouveau, bah, tu es obligé de savoir, ce qui a été fait pour, savoir ce qui n'a pas été fait, du coup. Et parfois c'est assez dur parce que, la recherche scientifique est très dense. Lire, un article vraiment de A à Z, et bien le comprendre, ça peut prendre 1 à 2 heures. Et des articles scientifiques, il y en a, des dizaines, des centaines de milliers qui sont publiés, chaque année, peut-être même plus. Puis après ça dépend des sujets. Mais enfin, c'est très difficile d'avoir tout en tête, de tout lire, de savoir ce qui a été fait et surtout quand tu es au début de thèse et que tu te lances. D'ailleurs, souvent les premiers mois de thèse, c'est que faire de la bibliographie. Tu vas beaucoup lire, beaucoup faire de littérature, chercher ce qui a été fait, ce qui a pas été fait, jusqu'à trouver une question de recherche qui te semble, intéressante, réalisable et qui n'a pas encore été faite. Et moi, par exemple, j'avais commencé sur un sujet de thèse, qui tombait intéressant, où les référents de thèse m'avaient dit: «Ah ouais, c'est chouette et tout». J'avais un peu développé, j'avais fait un peu de bibliographie, je m'étais lancé notamment sur le sujet des modèles de champs, qui des modèles agricoles où en gros, tu as une culture, tu lui dis: «Voilà, j'ai une terre, j'ai un champ, la terre elle est comme ça, elle a telle propriété physique, la météo sur l'année va être comme ça, il va pleuvoir tel jour et cetera. Je vais planter, telle plante qui a telle, propriété biophysique, essaye de me prédire quel va être le rendement de cette culture». Et en fait, ces modèles de champs, normalement, ils ont été développés, bah, pour être appliqués à l'échelle locale. Et l'idée, c'est que maintenant, on a beaucoup de données sur la qualité des terres, à l'échelle d'un pays, sur la météo à l'échelle d'un pays, et cetera, et cetera. Et c'était en gros de voir si on pouvait utiliser ces modèles de champs à l'échelle d'un territoire, pour essayer de faire des prédictions sur la productivité de différentes cultures, d'ici, 2030, 2040, 2050 et voir, réfléchir à comment est-ce que ça allait impacter, l'agriculture. J'avais commencé à travailler là-dessus, au bout de 6 mois, 9 mois. Et puis, mine de rien, tu continues toujours un peu dans la bibliographie, tu lis toujours un petit peu
Et là, d'un coup, je tombe sur un grand projet scientifique à l'échelle, internationale qui m'avait complètement échappé et en fait qui a juste, fait exactement ce que je cherchais à faire, depuis, quelques mois. Donc qu'il avait fait avec plusieurs années d'avance. Ils étaient organisés en conglomérat international, et ils appuyaient les groupes du GIEC, enfin, j'ai très vite compris qu'il y avait rien du tout à creuser dans cette direction, en fait, il y avait déjà des gens dessus, qu'ils étaient très avancés, et que moi, ma question de recherche, que je m'étais donnée, elle était pas très intéressante parce qu'il y avait déjà la réponse. Mmh. Il y avait déjà les outils qui avaient été développés pour, et du coup, bon, voilà. Et c'est là où je me suis lancé sur mon suivi de thèse actuel, qui lui, par contre, maintenant je suis, à peu près certain, est intéressant, n'a pas été creusé et il y a vraiment des trucs, super à faire qui n'existent pas et voilà, c'est là-dedans. Et du coup, oui, en fait, le devoir de veille, c'est surtout c'est pour faire avancer la science à l'échelle globale qu'il faut le faire, mais juste même à l'échelle individuelle, en fait, pour publier, il faut être, ouais, il faut faire quelque chose de nouveau et du coup savoir ce qui existe. Mmh. C'est un travail qui est quotidien, enfin, faut régulièrement regarder ce qui se fait ou quand on découvre de nouvelles, choses, vérifier qu'elles existent ou pas, souvent on rencontre des gens qui nous disent, «Ah mais tu devrais lire ça, ça t'intéresserait», OK, OK. C'est quoi tes souvenirs les plus marquants durant ta première année de thèse? Alors qu'ils soient bons ou mauvais, est-ce qu'il y a des souvenirs vraiment qui t'ont marqué à part voilà, mis à part voilà, le fait que tu as découvert que là, c'était un souvenir bien marquant quand même. et bien badant surtout, je pense? Un peu badant, ouais, parce que tu te dis, là tu te dis, tout ce que tu as fait, poubelle. Mmh. Hop, recyclage. Ah, j'aurais pu continuer là-dedans en vrai, et puis juste me mettre à niveau et puis voir, à quelles questions est-ce qu'ils essaient de répondre maintenant et tout, mais c'était plus du tout dans l'esprit de ce dans quoi je m'étais lancé au début et je me suis dit que ça valait pas la peine. Et c'est là où je me suis lancé dans le métabolisme social, qui était censé être la deuxième partie de ma thèse, qui me semblait être un truc mineur et qui en fait, s'est révélé être, extrêmement riche et juste devenu mon sujet principal. Et après en autre souvenir marquant, il y a les premières fois où je suis allé ma première année de thèse, j'ai faite à Paris. Découvrir, tous les trucs nouveaux, le labo, rencontrer de nouvelles personnes, il y a certains qui sont devenus des amis très proches. Puis il y a, découvrir, Grenoble, ça faisait 5 ans que je vivais à Paris et puis je savais que l'année prochaine, j'étais censé plus ou moins aller à Grenoble, mais je savais pas encore, combien de temps et à quel rythme. Du coup, j'ai pris Grenoble, c'est une ville, ouais, ça faisait 5 ans que j'étais à Paris, que je connaissais pas d'autres villes. Là, j'arrive à Grenoble, ça fait un peu peur, je connais personne, je me suis dit: «Est-ce que je vais, vraiment quitter la capitale, pour, aller là-bas?» Aller en province, avec les bouseux. Face Non, c'est pas ce que je me suis dit. C'est juste, partir, voir quelque chose de nouveau alors qu'on a ses potes à Paris, quoi. Ouais. Et en fait, c'était une des meilleures décisions de ma vie, genre, j'adore Grenoble, je pense que je vais finir ma thèse là-bas, j'adore l'équipe de recherche là-bas et on est hyper soudés, hier, on a un barbecue, dans le Hauteur de Grenoble. Ah oui, un collègue, ah oui, genre, on sort en boîte ensemble, Sympa, sympa, sympa. très sympa, ouais. Ah non, c'est vraiment trop bien et j'ai pas du tout envie d'échanger maintenant. Et là, là, tu nous parlais, voilà, de soirées, tout ça. Comment est-ce que tu gères l'équilibre entre vie pro slash, études et la vie perso? Parce que, voilà, c'est aussi un des points qui me freine, qui me dérange aussi dans la thèse, c'est que tu arrêtes jamais d'être thésard alors que quand tu travailles, voilà, tu as une période de travail, le week-end, c'est vraiment off. Après voilà, en thèse, tu peux dire: «Bah, c'est off ce jour-là», mais intérieurement, tu te dis, «Oui, il faudrait que je travaille sur ma recherche, sur ma thèse». Comment tu gères cet équilibre-là? En fait, comme j'ai aucune, contrainte, hiérarchique, c'est propre à ma thèse, hein, ce sera pas vrai pour tout le monde. Mais moi, j'ai aucune contrainte hiérarchique, du coup, le temps et notamment l'équilibre entre vie perso et vie pro, c'est moi qui fais ça tout seul, hein. Qui qui passe, c'est que souvent, je suis, on va dire, assez chill. Comme ça fait 1 an et demi que je vis sans réveil et heu et en fait, juste parfois, voilà, en fait, le sujet t'intéresse et parfois, il y a des études qui peuvent devenir un peu, obsessionnelles. Genre, tu vas trouver des trucs, et en fait, tu vas te mettre à y penser, heu, tout le temps et souvent, tu as des comme c'est des sujets qui sont très exploratoires et que tu cherches des solutions à des problèmes que, entre guillemets, «tu t'es inventé tout seul» et qui n'existent pas ailleurs, en fait, tu vas souvent avoir une sorte de
ou processus mental qui tourne en permanence au fond de ta tête, genre. Mmh. Tu pas quelque chose qui te prend la tête, tu pas tout le temps à te demander, comment est-ce que tu vas résoudre cette équation. Souvent, par exemple, je dors avec un carnet à côté du lit, quoi. OK. Parce que ça m'arrive, genre je suis en train de dormir ou je suis en train de dans un semi-sommeil et je me dis, «Mais en fait, ce serait hyper intéressant de tester ce truc», et c'est débile, mais ça te réveille la nuit, quoi. Mmh. Ouais, je comprends, plus ou moins ce que tu veux dire. Toi, en fait, c'est juste que mon sujet de thèse m'intéresse, vraiment premier degré, je prends énormément de plaisir à faire ça et le week-end, je suis là en mode, «Tiens, bah, samedi après-midi, j'ai rien de prévu et j'ai juste, envie, ça me rend heureux de faire ça, je vais juste continuer ma thèse, en fait», j'ai genre c'est vraiment une activité qui me dit que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite. Parce qu'il y a cette question qui me brûle, j'ai hyper envie d'avancer là-dessus, cette figure où tu résultats m'intrigue, enfin, faut que je continue, quoi. Mmh. Et moi, dans mon cas, ça m'arrive jamais que, mon directeur de thèse me demande de travailler le week-end, le soir ou quoi, Tu vas bosser maintenant? non, mais ça arrive, hein, il y a des directeurs de thèse qui peuvent mettre la pression, bon, je leur thésard, hein, et qui disent, «Moi, il me faut ces résultats, pour, la semaine prochaine, il faut que ce papier soit soumis, d'ici, la fin du mois», enfin, vraiment à mettre, des deadlines dures, un peu comme un truc qu'on pourrait avoir en entreprise, quoi, où, bah, moi, tu veux avoir un rendu, bah, avec une deadline. Moi, c'est pas du tout mon cas et du coup, c'est juste, je travaille quand j'ai envie et heureusement, j'aime mon boulot, du coup, j'ai souvent envie de travailler. C'est le pur kiff. Ouais, Bah, de ce point de vue-là, en vrai, c'est le statut idéal de travailler, quoi. C'est bah, oui, franchement, si la thèse était payée, 10 € par mois, je le ferais jamais, hein. peut-être, hein, et ouais, après, je pense qu'il y aurait énormément de thésards aussi. Bah, oui. Après, il y a des domaines où je sais qu'ils ont énormément de mal à recruter des thésards, hein. Tiens, par exemple, il y a un géographe qui est arrivé dans mon laboratoire, récemment et qui, lui, travaille sur, les controverses, autour des projets de stockage de CO2 dans le pôle. OK. En gros, il dit, lui, son travail maintenant, il était directeur de laboratoire, c'est une personne qui a 50 ou 60 ans. Mais, son sujet de travail, c'est en gros de dire que, des projets de stockage géologique de CO2 ou industriels, quand ils se font pas, souvent on dit que c'est parce qu'il y avait pas l'appui des populations locales, voire qu'il y avait une opposition. Alors que la vérité, c'est souvent que ces projets étaient mal ficelés et que techniquement, ils tenaient pas la route. Mais que pour se dédouaner, souvent l'entreprise dit: «Oh, c'est à cause de la population qui voulait pas». Parce que du coup, lui, ce qui l'intéresse du coup, c'est, la controverse et les débats autour de ces projets d'installation. Et notamment, il se dit que, il trouve que la presse, c'est pas un très bon endroit où les débats peuvent s'exprimer, d'une manière, objective par rapport à ce que la population pense réellement et il va plutôt se pencher sur, les réseaux sociaux. Ouais, Twitter, Facebook, Reddit, les trucs comme ça. Et il va scraper, les données sur les conversations pour voir en fait c'est quoi les consensus et c'est quoi les questions problématiques qui sont soulevées autour de ces projets. Lui, il est géographe, il a fait des études de, bah, plutôt de lettres du coup, mais il veut analyser des réseaux. Pour ça, il a besoin, d'un très bon informaticien, des gens qui sont capables de manipuler des réseaux gigantesques. Et il dit qu'il a eu énormément de mal à recruter des gens qui avaient des compétences informatiques, pour faire la thèse. Mmh. Parce que c'est des gens qui en fait, trouveront très facilement du travail dans des grandes entreprises, genre, les GAFAM et cetera, où ils sont payés, énormément, utiliser leurs compétences dans un environnement, plutôt sympathique. Et là, ouais, il dit: «Ouais, j'ai du mal à recruter», et du coup, il a dit, «Ouais, voilà, j'ai fini par recruter, 2 thésards et le contrat avec eux, c'était qu'ils travaillaient quand il y avait pas de soleil et quand il y avait pas de neige. Parce que quand il y a du soleil, ils vont à la plage et quand il y a de la neige, ils vont au ski». OK. Et c'est ça le deal avec eux, genre. Ah, c'est tout? Quoi? Non, bah, il y a le contrat, mais en gros, l'idée, c'est qu'ils sont extrêmement libres, quoi. Ah, OK, j oui, j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment Oui, il était bis ouais, bah, tu vas aller, con dis-moi, tu travailles jamais, en fait. non, mais c'est les conditions implicites, c'est qu'en gros, quand il y a du soleil et qu'ils veulent aller surfer, bah, ils vont surfer, OK. voilà, c'est, tu fais ce que tu veux. Parce que, on n'est pas dupes, on sait très bien que si jamais tu voulais te faire, énormément de thunes, et cetera, tu serais pas venu ici, quoi. En fait, tu viens dans la thèse parce que tu veux juste une bonne qualité de vie, une liberté intellectuelle et physique Mmh. et c'est ce que j'ai beaucoup aussi, moi. On parle souvent, dans la vie des doctorants et des doctorantes du trou noir ou d'instant dépressif pendant la thèse.
Est-ce que tu l'as vécu ou est-ce que tu connais des gens qui ont vécu, cette anxiété de se dire: «Ouais, je vais jamais voir la fin» ou «Ouais, je me suis, trompé depuis le début» ou «Ouais, je sais plus où est-ce que je vais»? Bah, je pense que cette sensation, enfin, oui, tu es forcément exposé à ce genre de choses, en thèse parce que comme je disais, en fait, bah, tu es face à beaucoup d'incertitudes. Tu fais de la recherche, tu réponds à des questions, qui n'ont pas encore de réponse et qui peut-être n'en auront jamais parfois et heu et ouais, tu sais pas où tu vas, parfois tu changes de direction, parfois tu découvres que ce que tu fais, en fait, est pas nouveau ou pas intéressant et moi, par exemple, ça m'est arrivé il y a 1 an maintenant et bah, oui, là, j'ai passé une mauvaise semaine, en fait, j'ai passé une semaine à, en fait, à, connaître l'étendue des dégâts, quoi. Parce que là, d'un coup, j'ai découvert, tout un nouveau segment de la littérature, que j'ignorais et j'ai dû, en fait, très vite savoir, qu'est-ce qui avait été fait et qu'est-ce qui avait pas été fait et j'ai vite réalisé que, ce que je faisais n'avait pas beaucoup d'intérêt, au vu de ce qui existait déjà et mais j'ai très vite, réussi à me remettre en selle, j'avais, d'autres idées de sujets à poursuivre après, notamment autour du métabolisme social et en fait, j'ai très vite et tout seul fait mon auto-bifurcation, quoi. J'ai réussi à retomber sur mes pattes, assez rapidement. C'est pas le cas de tout le monde, et notamment ça dépend des individualités, du sujet et de l'encadrement comme, à chaque fois. Mais, ça arrive qu'en effet, parfois en thèse, on tombe dans un trou, dans un cul-de-sac, on sache pas où aller après et là, en effet, bah, c'est difficile parce il y a pas d'assurance que tu vas finir par retomber sur tes pattes, ou que en fait, tes résultats, seront valides ou qu'il y a pas besoin de tout jeter, de tout recommencer, à gérer ça, ça peut être assez difficile, intellectuellement. Faut être prêt à y faire face. Mmh. Après, c'est pas la fin du monde non plus, sauf quand tu es vraiment à une semaine de rendre ta thèse, quoi. Oh là là. Ah oui, il y a un super film là-dessus d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le Théorème de Marguerite, qui a été tourné dans mon école d'ailleurs et qui raconte l'histoire d'une, mathématicienne, une doctorante en maths qui du coup fait sa thèse à l'école normale. Elle a son sujet et tout, elle est plutôt avancée, vers la fin et un jour elle va à un séminaire et elle montre ses résultats. Bon, hyper technique, il y a plein de maths dans le film, moi j'y comprends pas grand-chose et il y a un mec, dans la salle qui il lève la main et il dit: «Ouais, excusez-moi, c'est complètement faux là, vous pouvez pas faire cette équation, là il y a un truc qui pose problème, votre théorème il est faux» et la meuf elle part en mental breakdown, quoi. Oh non! Et là dans son cas particulier et il y a de quoi, parce que c'est vraiment des années de travail qui partent en fumée, quoi et du coup on suit comment est-ce qu'elle va vivre ce choc, comment est-ce qu'elle va réussir finalement à s'en remettre, puis comment aussi est-ce qu'elle va un peu, bon ça c'est un petit peu poétique, mais sortir de sa bulle de mathématicienne hardcore qui dit, que, par et pour les maths et elle va découvrir qu'il y a autre chose dans la vie, notamment l'amour, tout ça, tout ça. Mais du coup, est-ce que c'est important, voilà, d'avoir, des à côté? Voilà, pas que la thèse, mais d'avoir des à côté, voilà, genre, je sais pas, du sport, un hobby, un loisir? Est-ce que, voilà, comme pour le travail, c'est toujours important d'avoir un côté, est-ce que pour la thèse, c'est d'autant plus important, voire plus important d'avoir des hobbies ou des loisirs? Bah, comme pour tout être humain dans toute situation, oui, je pense que c'est important d'avoir une vie équilibrée, ouais, enfin, après, c'est pas le cas. Oui, mais la plupart, On rigole, non, mais c'est vrai. on Non, mais on aimerait, OK. Il y a on s'autorise quand même, quelques petits pas de côté de temps en temps ouais, ça oui. et ça reste une belle aventure sociale, on rencontre plein de gens, à forme des liens pour très longtemps. Oui, bon, je suis d'accord, la prépa, c'est particulier et c'est assez douloureux et que, bah, d'ailleurs, c'est pas très épanouissant. On voit les copains qui sortent d'école, non, mais enfin, clairement, quand tu sors de prépa, il te manque des cases, quoi. Ils dénoncent. Mais non, je dénonce pas, je l'ai vécu aussi, genre, il y a un moment, faut construire d'autres trucs, faut voir d'autres choses, faut sortir un peu. Genre, la non, mais la prépa, scientifiquement, ça te forme, très bien, tu deviens très fort en maths, et cetera et cetera. Mais, enfin, c'est inenvisageable, de poursuivre ce rythme, toute ta vie ou même pour une période plus longue que 2-3 ans, quoi. Mmh. Ouais, la thèse pareil, si tu as envie de vivre ça dans ton coin en mode, pur geek, à être vraiment complètement intellectuellement et physiquement, investi uniquement pour ta thèse, je pense que tu peux. Moi, mon avis, c'est que c'est pas très épanouissant et du coup, oui, c'est important et en vrai,
et dans l'environnement sain, normalement, tu seras amené à faire d'autres trucs. Ouais, bah, je fréquente quand même mes collègues, qui sont aussi mes amis, du coup. J'ai aussi, quelques autres, amis en dehors, je sors pas mal, je prends des vacances, enfin, je fais du sport, c'est important, ouais, on est des humains, quoi. Mmh. Alors, on en a déjà un petit peu parlé de tests dans le public, tests dans le privé. Est-ce qu'il y a d'autres différences? Mis à part, voilà, on a parlé du salaire, on a parlé des fois qu'il y avait, des impératifs qui étaient pas forcément les mêmes, des attentes non plus. Est-ce qu'il y a d'autres, tu as entendu parler d'autres différences? Ouais, moi, je suis content de pas avoir fait de test CIF, finalement. Ça va avec quelques avantages, notamment financiers, mais et puis peut-être, des perspectives, qui sont un peu plus, directes, genre, être engagé dans la boîte par laquelle tu fais une thèse. Mais non, moi, il y a ouais, je trouve qu'il y a un truc un peu incompatible entre les entreprises et la recherche, quoi. Les entreprises sont beaucoup trop axées, résultats et notamment, résultats commercialisables. Genre, tu vois, enfin, quand tu es thésard, là-bas, enfin, tu as vraiment une sorte de pression pour avoir des résultats et des résultats qui sont exploitables, économiquement, quoi. Ce que moi j'ai absolument pas et et je trouve qu'en fait, le fait de ne pas avoir cette pression, ça me permet d'explorer beaucoup plus librement mon sujet, je m'autorise beaucoup plus à me perdre, à faire des erreurs, ce qui est important, en recherche scientifique et je sais que le d'autres personnes qui notamment, doivent rendre des comptes toutes les semaines, pas du tout ça, quoi. OK, très bien. Alors on va passer à la dernière partie sur l'après-thèse. Alors la première question, c'est, enfin, quand penses-tu finir ta thèse? Et surtout, qu'est-ce que tu espères faire après avoir obtenu ce fameux Graal? Ah ah! Ouais, du coup, là, c'est que, des idées, assez théoriques parce que je connais pas la pré-thèse. Déjà, quand finir ma thèse, moi, j'ai envie que ma thèse, elle dure, 3 ans et bah, 1 mois de plus. Je veux me tirer le mais non, bah, mais non, non, c'est pas pour me tirer, mais c'est que, voilà, ça dure 3 ans, tu ta thèse, on passe à autre chose, quoi. Même si je suis très heureux et si, mon espérance de vie était infinie, j'aurais peut-être fait un peu plus. Mais, je pense qu'après, il y a d'autres choses à voir et surtout après, j'ai pas enfin, après, faut se relancer. Si jamais tu fais plus long, bah, soit faut vivre, du chômage, soit faut trouver un d'autres financements, soit faut vivre d'un petit boulot à côté, enfin, bon, aucune de ces voies ne m'intéresse. Et et du coup, bah, ma thèse, là, je devrais la finir d'ici 1 an et demi en ce sera quand du coup? Ce sera en novembre, 2026. OK. Voilà. Ce sera juste avant les élections présidentielles auxquelles je compte me présenter. Ou de me barrer du pays? Au choix. Non, non, je rigole. Non, après, il y a plein de choix qu'on peut faire après la thèse. La voie la plus classique, ce serait de continuer dans la recherche et là, c'est assez, bah, tu sais ce qu'il faut faire, il faut juste, faire des post-docs. C'est des CDD dans la recherche, mieux payés, mais qui, je pense, dans le fond, ressemblent pas mal à un travail de thèse. Ça doit être plus collaboratif quand même, parce que là, tu dois travailler plus avec, d'autres gens. Genre, c'est plus de ton bébé à toi et là, il y en a au moins un qui doit se faire à l'étranger, tu dois aller dans un laboratoire à l'étranger, tu dois continuer de publier et l'idée, c'est de faire, 1-2-3 post-docs qui durent de 6 mois à 2 ans jusqu'à, enfin, devenir permanent du CNRS. Il faut passer un petit concours. OK. Pas un concours où tu dois, te pointer, faire un entretien et cetera. Il y a peut-être un oral, mais c'est surtout ils regardent, qu'est-ce que tu as publié, avec qui tu as travaillé, est-ce que tu as fait de la recherche de qualité, tout ça. Bon, ça c'est une voie, en vrai ça pourrait être bien, je pense que c'est des belles carrières, c'est intéressant. Mmh. Mais il y a d'autres choses qui pourraient m'intéresser, ça pourrait être par exemple, rejoindre, une entreprise pour peut-être avoir, entre guillemets «un peu plus les mains dans le cambouis», plus être, sur le terrain, tu vois? Ça peut donner un sens un peu plus concret, à sa vie, avec, les avantages et les inconvénients qui vont avec le fait de travailler dans une entreprise privée, j'ai plein de collègues qui ont des expériences dans des entreprises privées qui sont pas du tout convaincus par, le milieu. Ouais. Mais voilà, ça peut être dans des grandes entreprises comme EDF, ça peut être, faire une start-up, si tu as des résultats de recherche qui sont valorisables. Ouais, ça peut être vraiment dans plein, plein de domaines, surtout quand tu as des compétences scientifiques, qui sont très interdisciplinaires. Enfin, moi, j'ai un sujet de thèse qui est très interdisciplinaire, qui reprend dans plein de domaines. Mmh.
Mais tu pas arrêté sur une idée particulière? Non. Après, il y a un autre truc qui pourrait me tenter, moi, c'est de passer un concours de corps d'État. OK. Où en gros, il y a des corps d'État en France, qui forment, les hauts fonctionnaires. Il y en a des connus, je crois que l'ENA c'en est un, par exemple. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est, plutôt, corps des ponts et forêts ou le corps des mines, qui sont des corps assez techniques et qui sont en gros les hauts fonctionnaires qui font, moi je résume en vraiment très rapidement, parce que je connais pas très bien ce milieu non plus, mais qui font tourner la machine, quoi. Qui font les recommandations techniques, aux élus, ce genre de choses. Mmh. Et voilà, ça pourrait être chouette en vrai, aussi. Ouais, ouais. Après la thèse, bon, ça dépend un peu de son domaine, hein. Je pense que notamment c'est assez difficile, de sortir, enfin, de faire autre chose que de la recherche entre une thèse en lettres, par exemple. Je pense que c'est plus difficile de se finir en entreprise, par exemple. Mais en sciences, quand même et de manière générale, il y a pas mal de débouchés. Mmh. Oui, c'est vrai. Après, je dis plein de trucs, un peu, vagues et généraux sur les thèses en lettres, mais, le mieux c'est, D'interroger quelqu'un. d'interroger quelqu'un, ouais, qui Non, dit non, non, bah, ce sera sûrement le sur un handbook d'un précis que le mien. ouais. Bah, c'est pour ça, voilà, aujourd'hui, on parle de thèse en sciences et après peut-être on parlera d'une thèse en géographie, d'une thèse en lettres, d'une thèse en cuisine, d'une thèse à l'étranger aussi, parce que voilà, c'est pas forcément le même regard. Mais, aujourd'hui, on s'intéresse à ton parcours, à toi, Adrien, à ta personne. Tu es sous les feux des projecteurs. Non, mais ouais, parfois j'ai des trucs sur les thèses en lettres, pas le prendre comme une vérité absolue. Non, non, ouais, c'est un avis général, c'est ce que tu penses vrai à l'instant. Ouais. Hem, on va passer à la dernière question de l'entretien et après on passera au vrai faux. Alors, cette question, je la pose à tous les invités, à tous mes invités. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? Donc là, tu as 26 ans. Qu'est-ce que tu dirais au toi, qui a 16 ans? Waouh, plein de trucs, mais, pas sur le plan professionnel. Genre, un message que tu lui laisserais, ou un conseil, une blague? Une blague, heu, je sais pas, c'est dur. Parce qu'en plus en 10 ans, ouais, il se passe plein de trucs, de 16 à 26 ans, c'est une période assez charnière, Bah, c'est pour ça que je pose cette question parce que, bah, la plupart des gens que j'ai interviewés, ils ont à peu près la trentaine, autour de la trentaine et quand il y a 10 ans avant, tu étais au lycée, donc en 10 ans, tu as le temps de faire du chemin. Surtout c'est une période vachement riche. bah, je pense que du point de vue, académique, je changerais pas grand chose en vrai, hein. Je suis assez content de ce qui s'est passé, d'où je suis arrivé, de comment j'y suis arrivé. OK. Genre, en gros, tu lui dirais: «Lâche pas, continue», Ouais, accroche-toi, crois en ce que tu fais, te pourris pas tout l'été pour savoir si tu vas faire une 5,5 ou pas, fais la 5,5 et non, ouais, voilà, je pense que j'aurais pas grand chose à retoucher, de ce point de vue-là. Ah, je pensais que tu allais dire autre chose. Je pensais que tu allais dire, c'est pas parce que tu as une, mention bien au bac, que, tu vaux, que c'est fini. Enfin, je me souviens qu'en prépa, 1re année de prépa, quand on arrivait tous avec nos mentions, bah, on se disait tous nos mentions que tu étais le seul de notre groupe à avoir la mention bien, et au final, bah, j'en parle justement dans le podcast, 5 tu as eu une des meilleures intégrations du groupe, quoi. Les meilleures écoles du groupe. Oui, c'est vrai que oui, oui, bah, ça c'est, un peu une vérité générale. Je crois pas que c'était un truc qui me stressait beaucoup en fait, hein. Non, ouais. Genre, de toute façon, je faisais pas énormément de trucs au lycée non plus. Il faisait comment thèse? Je mets pas de réveil. Je suis pas dans la catégorie des génies qui ont, 20 sur 20 partout, sans travailler, je pense que même en me donnant à fond, j'aurais peut-être pas eu 20 sur 20 partout, mais mais oui, faut pas se dire que, ces résultats du bac, ça prédétermine, si on va être bon ou pas dans le post-bac, puis même après, enfin, moi j'ai passé la première année à me faire, 100 piétiner, à faire les fonds de classement et tout, et puis voilà, à un moment, faut juste, se réveiller, trouver la bonne méthode de travail Mmh. et ça roule un peu mieux, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, merci beaucoup là déjà pour, tes réponses à toutes mes questions. On va passer à la deuxième rubrique qui est le vrai faux. Donc, je vais te donner des affirmations, donc sur les thèses en sciences physiques et tu vas me dire si tu es d'accord, pas d'accord, si c'est vrai ou faux, en général. La thèse est réservée aux génies. Faux.
Faire une thèse garantit un prestige social et professionnel. Ça dépend. Le doctorat mène uniquement une carrière académique. Les doctorants sont des étudiants comme les autres. Bah, ça dépend du sens de la question, mais je dirais vrai. Faire une thèse, c'est vivre en ermite dans un laboratoire. 100% faux. Les doctorants savent dès le début exactement où leur recherche les mènera. 150% faux. La thèse est un chemin linéaire sans détour. 200% faux là. Le financement d'une thèse n'est pas toujours assuré. Euh, Ça dépend des domaines, mais ouais, ça peut arriver. Les doctorants ne travaillent que sur des sujets obscurs et inutiles. Bah, il y a tout, hein, plutôt faux. Il y a des sujets obscurs, hein, mais plutôt faux quand même. Une thèse ne doit pas forcément révolutionner le domaine de la recherche. Faut que ce soit nouveau, mais c'est pas obligé de révolutionner en effet. Enfin plutôt vrai, hein. La réaction d'une thèse est rapide et facile. Alors j'ai pas commencé à la rédiger, mais de ce que j'ai vu, plutôt faux. Les doctorants ne gagnent pas de l'argent pendant leur thèse. Bah si, on gagne de l'argent en vrai, en un salaire. Les femmes sont sous-représentées dans les doctorats scientifiques. Ça c'est plutôt vrai je pense, ouais. C'est dommage. Faire une thèse prend forcément 10 ans ou plus. Bah, faux. On attend le bac+8 mais quand même, c'est pas 10. Le doctorat est uniquement pour ceux qui veulent devenir professeurs ou chercheurs. Non, faux. Enfin, c'est la voie pour devenir professeur ou chercheur, mais pas que. Les doctorants ne savent pas communiquer leurs travaux simplement. Faux! Il y a même des concours de vulgarisation scientifique, Ah. pour tes arts. Une fois le doctorat obtenu, toutes les portes de l'emploi s'ouvrent quasiment automatiquement. Faut pas exagérer. C'est un bon diplôme, mais ça fait pas tout dans tous les domaines. La thèse est un travail solitaire sans collaboration. Ça dépend des gens, mais plutôt faux et très faux pour moi. Les hypothèses de travail sont claires dès le début et restent inchangées tout au long du processus. Alors, c'est vrai que les hypothèses de travail sont assez claires au début, mais la deuxième partie est fausse, ça change. Ok. Tous les doctorants finissent leur thèse avec succès. Je pense que la majorité des gens finissent effectivement par avoir une thèse. Genre, je pense que le taux d'abandon est plutôt faible. Les sciences sont une affaire d'hommes et non accessible aux femmes. Non, mais je réponds même pas à cette question, quoi. Qui qui dit ça? Je sais pas, c'est des idées reçues. Faire une thèse implique toujours des sacrifices personnels énormes. Non, non, je pense pas. Une thèse est inutile si elle n'a pas d'application directe dans la vie quotidienne. Très faux. Bah, je pense que la relativité, générale, c'est assez utile aujourd'hui, en vrai. Même si c'était archi fondamental au début. Les doctorants sont déconnectés de la réalité économique et sociale. Bah, dans la mesure où c'est pas, ce qu'on cherche à maximiser, ou c'est pas ce qui est directement dans nos intérêts, oui, c'est plutôt vrai, ouais. Les compétences acquises durant la thèse ne sont pas transférables en dehors du milieu académique. Faux. Je dis, on apprend plein de trucs, pas qu'en hard skills, genre, maths, physique, mais même en soft skills, genre, à travailler en groupe, à mener un projet à bien, à respecter des deadlines, mine de rien, parce que parfois il y en a, à produire des rapports techniques, complets, et lisibles, enfin, non, il y a plein de trucs, même en encadrement parfois. Il faut être passionné par son sujet pour réussir sa thèse. Ça aide beaucoup quand même, oui. Les doctorants ne peuvent pas avoir une vie sociale normale pendant leur recherche. Faux. La science est réservée à ceux qui ont été brillants à l'école dans les matières scientifiques. Plutôt faux, enfin, faut avoir la tête bien faite, mais il y a pas besoin d'être un génie ou quoi, Les résultats obtenus en thèse doivent toujours être spectaculaires pour être publiés. Faux. Et dernière affirmation, la science et la recherche sont des métiers mal rémunérés sans perspective d'évolution. Alors, je dirais mal rémunéré par rapport, aux compétences, aux études qu'il y a derrière, ça je pense que c'est assez vrai. Et par contre les perspectives qu'il y a après, en vrai si, elles peuvent être bien quand même. Ça dépend un peu de qui tu es, qui tu rencontres, les opportunités qui se présentent, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Eh ben, c'était le vrai faux. Merci d'avoir exprimé ton opinion, d'être affirmé, même d'être de tête mouillée sur certains de mon sujet. Oui, c'est mes opinions, hein, Oui, oui. Alors, on va passer à la dernière rubrique sur la réaction à l'actu. Donc, je t'ai envoyé un article donc, qui donnait
des conseils sur comment réussir son doctorat. Donc ça donnait, voilà, notamment certaines clés pour réussir sa thèse, donc comme on a dit, qui dure entre 3 et 5 ans. On parlait notamment d'autonomie, de pédagogie, de savoir communiquer ses résultats, d'être régulier et d'avoir une vie équilibrée, même de sincérité envers soi-même. Alors, truc que je n'ai pas forcément bien compris. Je voulais savoir, voilà, si c'était vrai, s'il y avait des limites, est-ce que tu avais d'autres conseils à donner? Waouh, je suis un trop mauvais élève, je crois que j'ai pas lu l'article. Mmh. Mais, des quelques lignes que tu as dit, c'est pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu pendant l'entretien. Mmh. Alors sur la sincérité, il parle de connaître ses besoins d'encadrement, ses habitudes, de travail et ses limites. Oui, genre, ça c'est vrai, enfin, comme, c'est toi qui travailles sur, ton projet, genre ça c'est vraiment une qualité que tu développes et qui est vraiment nécessaire, de savoir ce que tu es capable de faire, de ce que tu es pas capable de faire, de ce dont tu as besoin et ce dont tu as pas besoin et ouais, de savoir, jusqu'où toi, tu te sens capable d'aller. Enfin, connaître ses limites, c'est important, tu sais, je suis d'accord. Et à quel moment, enfin, quels sont les signes qui disent: «Voilà, tu as atteint ta limite» ou tu t'en approches? Bah, oui, hein. C'est quand juste tu commences à stagner, que tu sais plus où tu vas, tu plus de résultats, tu arrives même plus très bien à justifier pourquoi tu fais ça, ouais, tu sens que tu commences un peu à sortir de la zone, productive, on va dire. Enfin, Ouais. la zone de fonctionnement optimale. Il parle aussi de pédagogie et de communication, donc savoir présenter son travail à ses pairs, entretenir aussi un bon lien humain avec, son directeur de thèse. Ouais. Hem, Est-ce que tu sens que ça t'a aidé à mieux vulgariser, à mieux faire comprendre, des idées abstraites à des gens qui sont pas forcément du milieu? Ah, moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'avais un truc dont j'avais très peur, c'est de me retrouver, tout seul avec dans mon bureau à faire mon truc de thésard dans mon coin et que ça intéresse, jamais personne et du coup, j'ai tout le temps envie de chercher des liens, en dehors du laboratoire. Du coup, il y a notamment, le Sheet Project. Mais, bah, j'ai aussi participé à un concours de vulgarisation scientifique qui s'appelle, Ma thèse en 180 secondes. En gros, tu dois expliquer ta thèse en 3 minutes face à 1000 personnes dans un théâtre et c'est des gens qui sont pas, d'un milieu académique, genre qui est vraiment, du tout venant, du «grand public» entre guillemets et du coup, tu t'es pas, a priori, ils ont aucune connaissance en initiale en physique ou en maths, il y a vraiment de tout et du coup, il faut vraiment être capable d'expliquer avec des mots simples ce que tu fais et être capable de le rendre, intéressant et catchy, quoi. Et en vrai, ouais, moi j'aime beaucoup ça. J'ai aussi donné des cours dans des écoles primaires de ZEP, où en gros c'était des élèves de CM2 et je leur, faisais des cours d'initiation à l'informatique, à la programmation et à la robotique. Et du coup, c'est des enfants qui viennent de quartiers, difficiles et défavorisés et qui parfois ont des problèmes de développement, ça arrive. Et du coup là, ouais, c'est vraiment aussi un travail intéressant d'être capable de parce que je leur parle aussi de mes recherches, d'être capable de leur expliquer, ce que c'est un ordinateur, ce sur quoi je travaille, et cetera, et cetera. Et je trouve que, ouais, c'est vraiment un travail hyper intéressant et que, moi, je trouve ça trop bien quand les doctorants arrivent à expliquer clairement ce qu'ils font. Mmh, Ouais, c'est trop bien la vulgarisation, je trouve. mmh. C'est un bon passage, c'est un bon pont pour comprendre des concepts qui sont vraiment des fois un peu, vraiment, complètement fous, par exemple, et même des effets. Il y a des effets sociologiques, que ce soit, par exemple, je sais pas si tu connais l'effet Dunning-Kruger? J'ai entendu, ce nom. C'est c'est cet effet, en gros, que les personnes au début se pensent, ultra calées sur un sujet et que quand tu arrives, après un peu des recherches, que c'est la vallée de l'incertitude parce qu'en fait, tu te rends compte que tu connais qu'un millième, qu'un petit pourcentage du sujet, mais rien que le fait de t'en rendre compte, déjà, ça te pousse à déjà en savoir plus et qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans cette, on va dire, dans cette montée, dans ce pic, de la certitude et en fait, ils sont persuadés de tout connaître, et ils arrivent jamais sur la vallée de l'incertitude. Oui, oui, bah, là, en général, quand tu es scientifique et que tu fais de la recherche, tu discutes souvent avec des gens qui sont aussi des experts dans leur domaine, plus ou moins liés au tien et en discutant avec eux, tu réalises très vite si ce que tu racontes tient la route ou pas. Mmh. Tu la creuses vite cette vallée. Et ouais, donc ouais, ça va présenter à ses pairs, donc enfin, ça peut être, voilà, des gens qui sont en thèse aussi, mais ça peut être aussi des personnes qui sont, voilà, déjà, je dis n'importe quoi, directeur de laboratoire, postdoc, enfin, tu collabores avec plein d'autres personnes, pas forcément que des thésards. Non.
et c'est pas du tout le même exercice que d'expliquer ce que tu fais à, un père, genre quelqu'un qui travaille dans ton laboratoire, qui a à peu près le même bagage scientifique que toi, que de l'expliquer à un enfant de CM2. Ouais, ça, c'est sûr. C'est très, très différent. Je sais pas, un de mes, tuteurs de stage, applique, la méthode, Ellie 5, genre Ellie 5 pour explain like I'm 5, explique, comme si j'avais 5 ans et il disait: «En fait, le meilleur moyen de pour que tout le monde comprenne, c'est que tu prends tu pars du principe que tout le monde a 5 ans et tu l'expliques et avec des chiffres, avec des images et» Je vois l'idée et je suis assez d'accord, mais 5 ans, c'est un peu bas quand même. ouais. Non et voilà, c'était en gros pour forcer le trait, il me le disait, ouais, c'est Je et pense pour plutôt viser le niveau quand tu es face à un devant public, je pense que viser le niveau lycéen, c'est bien, le devant mic. Parler comme si tu parlais à un lycéen moyen, ça rend la chose à peu près audible, oui, clairement, clairement. Est-ce que peut-être tu as des conseils, toi, particuliers? Voilà, que si par exemple quelqu'un vient te voir, tu dis: «Ouais, je voudrais faire une thèse» et tu lui dis, voilà, un conseil ou deux trois conseils, tu lui dis: «Bah, peut-être fais gaffe à ça» ou peut-être, «S'il y a ça, fais ceci». Moi, je pense que toute la thèse, tout ce qui va se passer en bien ou en mal, repose vraiment sur la connexion entre, toi, ton sujet et ton encadrement. Enfin, je dis pas qu'il faut qu'il y ait une connexion forte entre toi et ton encadrant, que ça devienne, ta nouvelle maman ou quoi, mais, il faut que son style d'encadrement te convienne et il faut que toi, le sujet te convienne et il faut que, ton encadrant ait un intérêt dans ton sujet. Bon, ça un peu souvent. Enfin, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait une bonne adéquation entre ces 3 trucs, dès le début, avant de commencer. Parce que sinon tu risques d'avoir de mauvaises surprises et ça va te pourrir les années qui viennent. Okidoki. C'est facile à dire et parfois c'est difficile à faire, mais Eh bien, merci beaucoup pour, ta réaction et pour, tes conseils. Merci pour l'interview, pour voilà, pour, tout, ton histoire, d'avoir, voilà, nous donné, voilà, des éléments de compréhension, sur la thèse, que c'est en général, sur comment on rentre en thèse, comprendre ce que c'est clairement, les motivations et surtout, nous décrire ce qu'il peut y avoir après, après la thèse. C'était, vachement, inspirant et utile. bah, merci, je suis content que ça t'ait plu et j'espère que ça plaira à ton public. Ouais, j'espère aussi, les personnes, je pense, vont apprécier, en espérant qu'elles écoutent déjà. Alors, bah, du coup, merci d'être, venu. Merci aux gens qui écoutent le podcast. N'oubliez pas, voilà, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, c'est important. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. C'était Rocha et Adrien pour After School. À plus!